Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant, alors normalement j'ai vérifié, je crois que j'ai vérifié la semaine dernière, normalement les assume ça assume toujours, normalement il faudrait que, voilà, oui. Hop, je remets les micros comme ça que je puisse vous entendre, chers amis chroniqueurs et chroniqueuses. J'ai eu un petit bug, effectivement, alors que pourtant ça fait 1 heure à peu près que je suis pas enregistré. Bref, nous voilà désormais au 6e épisode, et oui, nous sommes désormais une saga de 6 films, celle de Shrek ou de Seigneur des Anneaux, c'est à vous de juger. Je suis aujourd'hui un peu avec la team d'origine, donc tout d'abord, Zara est là, bonjour Zara. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va, je continue sur le ton de forain que tu emploies à chaque présentation d'émission. Oh, comment ça ? Direct les grands mots, Bonsoir. Et justement, en parlant de Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression d'avoir face à moi le 3e volet de la première trilogie, et en double, effectivement, vous avez compris, c'est le retour des rois. J'aime bien cette présentation. Ça fait très mal de passer avant. Moi, ça va, Sarah ? Oui, tranquille. Et du coup, les gros BG qu'il y a au fond. J'aime beaucoup cette présentation, Robert. Je pourrais la refaire. Écoute, Zara, si tu veux, absente-toi 3 émissions. Ils se sont absentés qu'une seule émission en plus. C'est parce qu'ils étaient. Ouais, moi, j'ai pas eu un retour comme ça quand j'étais pas là pour la Spielberg. Alors, Antoine non plus, ni Julie, c'est juste que. Je m'en fous d'Antoine et Julie. Voilà, écoutez, Antoine et Julie, si vous écoutez. Les choses sont dites, les termes ça commence sont bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai quantité de ces messages en off, du coup pas enregistrés, du coup je pourrais pas m'en servir, mais alors elle a craché sur tout le monde, vraiment j'ai les noms. Ouais. Tout le monde, du coup c'est vous deux. C'est vous deux quoi, donc bon, pas beaucoup de noms, vraiment. Je voulais juste une présentation un peu stylée, c'est tout ce que je demandais, mais bon. Écoute, attends, tu veux que je refasse comme la première ? Du coup, non, tu es. Bon. Est-ce que tu veux. Non, mais je veux pas de la fausse, du faux enthousiasme. Non, vas-y, le retour des rois, vas-y, je t'en prie. Voilà, qui nous reviennent de l'autre bout du monde. Comment ça va, les gars ? Eh ben, ça va plutôt bien, mon cher Robert, merci. Ça va, super, content d'être de retour. Bon, je sais plus. Est-ce qu'on parle des vacances maintenant ? Est-ce qu'on en parle après ? Oh, vous savez quoi ? Allez, on va parler des vacances. Comment s'est passé vos vacances ? En 2-3 mots. Eh ben, en 2-3 mots, plutôt très bien. Ok. Plutôt très bien aussi. Dis donc, ça fait 4. T'as suivi, du coup, t'as fait 3, j'ai fait 3, et en fait c'était 4. Voilà, une émission qui commence bien. David, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus avant que... Je sortirai quelques phrases en anglais sans que vous y attendiez. Donc, oh là là, voilà. Oui, parce que tu étais aux States, comme on dit. States of America. LA, oui, LA. voilà. D'ailleurs, les habitants là-bas disent pas La La Land, disent LA Land. Je l'aurais pas demandé, mais peut-être bien, oui. Voilà, ce qui fait que le nom est beaucoup plus long. Attends, où est-ce que je suis ? Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, émission sans sujet particulier, c'est paisible, à la fraîche et décontracté du gland. Attendez, non, j'aurais dû couper la citation plutôt. Non, attendez. C'est bon. Voilà. Là, il est... Petit bonus. Petit dérapage. Petit bonus à celles et ceux qui auront la référence. Donc aujourd'hui, voilà, émission où est-ce qu'on va parler de cinéma et jouer, c'est déjà pas mal, voilà. J'ai oublié d'enlever une phrase de la dernière émission, du coup je me perds, voilà. Donc du coup, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur lesquels on n'est pas du tout actifs. Non mais c'est bon, maintenant j'ai les... Oui, là, j'ai même mis une story Insta, maintenant j'ai les comptes, donc maintenant je suis prête à être community manager. Alors, je te les ai passés il y a 1 mois. On va pas reparler de cet incident diplomatique. Bref, du coup, normalement, c'est bon, on est un peu plus actifs, bravo à nous. Et voilà, donc du coup, vous pouvez nous suivre pour avoir toute l'actualité, ou en tout cas une partie de l'actualité, des backstage de l'actualité. Et aussi, voilà, si vous aimez vraiment le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le conseiller à vos amis, voire, s'étant jamais, à noter sur votre plateforme d'écoute préférée. D'ailleurs, oui, c'est vrai, tiens, je me le note, j'ai bien fait de me le noter parce que j'ai complètement oublié. Pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify, on a désormais, du coup, à la fin de chaque émission, je vais vous lancer un sondage. Et un sondage et une question auquel vous pourrez répondre. La dernière fois, vous avez été au nombre incroyable de 1. Et en plus, c'est un peu de la triche puisque c'est David qui a répondu. Donc c'est vraiment. c'est vraiment de la triche. C'est vraiment. Non, mais vraiment, là, il y a un échec total. Comment tu as deviné que c'était moi ? Il y avait écrit ton nom en fait. Est-ce que c'était non la photo qui m'a. Il y avait ton nom carrément. Je sais plus, t'avais dit que Everything ne méritait pas ses Oscars. Non,
J'ai marqué The Fablemans. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, bref, voilà. Donc, on vous posera une question. Alors, je sais pas si ça sera en rapport avec notre podcast actuel ou pour annoncer le prochain. Je ne sais pas encore. On verra ça avec l'équipe. Et voilà, donc si vous êtes sur Spotify, vous devez trouver quelque part, alors je sais pas trop où parce que je comprends pas Spotify, je suis une vieille personne, mais du coup vous devrez trouver normalement des sondages, des questions en cherchant un petit peu au niveau de l'émission, et comme ça pourra nous rajouter 2-3 petits trucs et vous pourrez croire que, enfin vous pourrez être dans l'émission en disant c'est bon, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Gros édifice. Gros édifice. Bref, on va commencer par cette première chronique qui est pour moi désormais culte. 5 minutes, on fait toujours 5 minutes pour amener à la première chronique. C'est la régularité, voilà, si cela n'est pas beau. À savoir, qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué et dont tu veux parler? Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut commencer à parler? Du coup, Zara et David se pointent du doigt. Du coup, ça va être Zara et Marc se pointent du doigt. Du coup, ça va être, les hommes. Du coup, ça va être David parce que voilà, David a bien compris. C'est celui qui est le plus tapis dans l'ombre. Dans tous les cas, je comptais quand même le dire, mon cher Robin, je te rassure. Je tiens avant tout à m'excuser pour mon nez bouché. Je risque par certains moments voilà. Mais tu d'avoir des sons que tu ne devrais pas avoir. Que je ne devrais pas avoir, qui iront bien sûr être coupés. Mais tu n'as d'ailleurs pas du tout mis en application le fameux proverbe en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Et tu l'as fait par malheur. Oui, par malheur, pour, je ne sais pas, aller me laver par exemple, des choses comme ça. Je suis obligé de me découvrir d'un fil, mais d'un petit fil. Moi, je me lave totalement habillé, je reste extrêmement pudique. Mais je pense que c'est quand on avait voulu boire un verre, t'étais en mode, mais non, si, vous inquiétez pas, on peut aller dehors et tout, ça me gêne pas. Et à la fin, t'étais en mode. C'est vrai que Avis désastreux était. Au bar. Oui. Merci. On n'avait pas compris. C'est pour rendre les gens un petit peu jaloux, quoi, de dire ah quelle belle bande de copains. Bref, tu disais. Je ne disais rien du coup. Parce que je n'ai pas commencé. Ton film, ça commence bien, franchement, cette émission. Oui, non, effectivement, du coup, je ne vais pas partir sur un film qu'on a vu, parce qu'on en a vu 2 ensemble sur ces derniers jours. Et d'ailleurs, je pense que personne ne va se sacrifier pour en parler. Non, je pense que personne. Ça aurait été fun, mais oui, effectivement. Oui, non, effectivement, on ne va pas parler ni de 65 ni de bonne conduite. Non, je vais parler d'un film que toi, mon cher Robin, tu as vu. Je ne suis pas sûr pour vous deux. Il s'agit du premier film d'une trilogie qui est Infernal Affairs. Oh oui, voilà. évidemment. Je l'ai vu, on en a parlé dans la voiture. Absolument. On l'a vu ensemble. Au Cosmographe. Oui, j'ai pas vu le 2 par contre, parce que j'ai raté le 2 et j'ai vu le 3 par contre. Du coup, je n'ai pas vu le 2 le 3, mais j'ai découvert donc ce premier volet de la trilogie il y a quelques jours et bien évidemment, j'ai adoré. Évidemment. Déjà de base je suis extrêmement fan du cinéma hongkongais et c'est vrai que le film est sorti en France, je sais pas quand il est sorti au cinéma, je sais qu'il est sorti en 2002 je crois. 2002, après je vois 2004, donc voilà. Je te dis ça, vas-y. J'ai pas la date exacte, mais effectivement je vois 2004 pour la sortie française et la ressortie donc qui était l'année dernière pour sa version 4K, mais bon que j'ai loupé du coup. Et je trouve que c'est un espèce de champ de signe de tout ce qu'il y a de bon en fait et de tout ce que j'aime dans le cinéma hongkongais. Mais avec une certaine maîtrise, c'est-à-dire que dans l'ère pré-période d'année 2000, avant que donc la Chine, que Hong Kong soit rétrocédé à la Chine, il y avait effectivement toute une pléthore de cinéastes, Tsui Hark, John Woo, Ringo Lam, qui donc faisaient des films policiers, donc faisaient plein de films d'action, mais c'est vrai que c'était quand même autre chose. Avec celui-là, je trouve qu'on arrive à une espèce de film mature, très inspiré d'un certain cinéma américain, Scorsese, entre autres, d'autres cinéastes aussi, mais je sais pas, en termes d'écriture, en termes de montage, en termes d'acting, je trouve qu'on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus réaliste que ce qui se fait d'habitude. Je trouve que chaque séquence est culte, en fait. Je saurais pas l'expliquer, parce que le film dure vraiment 1h30, enfin 1h35, je crois. Mais il est pas si court, il fait 2 heures. Non, 1h40 à tout casser. Allez, je vais repartir dans mes recherches. Et du coup, c'est bien le 1er septembre 2004, la sortie française. Okay. Et du coup, 101 minutes, donc il fait 1h40. 1h41. Voilà. Et donc, je trouve que tout est bien géré. En fait, cette introduction qui dure 5-6 minutes, où en fait, on place du coup, on dit, ok, le flic, en fait, c'est le ripou. Enfin, non, c'est pas le ripou, c'est le mafieux. C'est le mafieux. Et en fait, le mafieux, c'est le flic. Et en fait, le postulat est donné dès les 5 premières minutes. Et en fait,
tout au long du film, c'est pas de savoir est-ce que lui va être la taupe ou pas, non, c'est de savoir qui va en fait choper l'autre. Choper l'autre, quoi. Et je trouve que c'est vraiment génial, en fait. Il joue sur le côté plus infiltration qu'action, parce que finalement, il y a très peu entre guillemets, de balles qui sont tirées, très peu de fusillades, ce qui d'habitude est plutôt le fer de lance des films hongkongais. Et donc, en fait, dès que ça tire à un moment ou deux, en fait, c'est vrai qu'en fait, on se le prend dans la gueule, quoi. Et je trouve qu'il y a une espèce de maestria, du coup, sur certaines séquences. Enfin, je trouve ça hallucinant, quoi. Je suis totalement d'accord. Vu qu'on n'a pas vraiment de fil rouge, on peut se permettre du coup d'interagir face au film des autres. Tout d'abord, avant de ne faire que valider, juste, donc le réalisateur c'est Andrew Lo, comme tu l'as précisé. Et juste petite fun fact et aussi moment conseil pour nos amis auditeurs. Ça a été le chef opérateur des premiers films de Wong Kar-wai, donc Chungking Express, que évidemment on vous encourage, je pense, en tout cas ceux qui l'ont vu, évidemment à le voir. Mais aussi, c'est parce qu'il est moins connu et je pense que c'est mon préféré de Wong Kar-wai, c'est son tout premier, à savoir Tears Go By, qui est un film extrêmement brouillon, mais qui est en fait, c'est vraiment, tu sens qu'en fait, c'est ces balbutiements il expérimente énormément dans ce film. C'est un film très brouillon, mais faut pas le regarder pour son histoire ni l'écriture parce que je la trouve assez mauvaise. Mais alors vraiment tout le reste qui l'entoure, tu sens qu'il y a vraiment une envie de bien faire et tout. Et Andrew Lo signe ici une photographie qui est vraiment sublime. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu un petit peu son travail avant de regarder Infernal Affairs. Et ouais, le premier, Marc, on en avait parlé l'année dernière qu'on l'avait vu ensemble. Forcément, on pense au remake que Scorsese a fait. Donc c'est vraiment une boucle, le film qui s'inspire des codes du cinéma de Scorsese. Mais je trouve que le film le surpasse, alors que pourtant celui de Scorsese est vachement plus long. Marc, c'était quoi déjà la scène du cinéma ou je sais pas quoi que t'avais dit que dans la version de Scorsese c'est vachement plus long. Et en tout cas je la préfère. Ouais, je me souviens plus, mais je me souviens effectivement en tout cas que j'avais largement préféré, enfin largement. Le remake est quand même très bien, mais j'avais largement préféré l'original aussi. Mais d'ailleurs ce qui est marrant, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait déjà parlé de ces deux films rapidement quand j'avais parlé des nerfs à vif. Oui, on avait déjà dit qu'effectivement t'avais rebondi en disant qu'effectivement sur cette duologie là je préférais aussi l'original que le remake de Scorsese. Et du coup ces petites fun facts, si vous avez pas entendu, on avait déjà parlé un petit peu de ce film là, donc c'est marrant que t'en parles là. Mais effectivement oui, moi je préfère aussi largement l'original, et je trouve que comme tu dis il est ultra moderne, c'est un film hyper généreux et qui est super bien ficelé en plus parce que tu t'ennuies jamais, quoi. C'est vraiment et le remake est un petit peu comme ça, mais effectivement, enfin déjà je trouve quand tu fais un remake, bon, ça peut être mieux réalisé, mais de manière générale déjà tu t'as pas l'originalité du scénario, donc déjà ça me pose problème. Enfin, je trouve que tu reprends l'histoire de quelqu'un, même si c'est sur le principe assez logique que Scorsese reprenne ce film-là, mais j'ai toujours une préférence quand c'est écrit de manière originale et que c'est pas forcément repris. Donc déjà, rien que pour ça, je mets un petit peu d'avance quand même pour le film original, mais après, en plus, la réalisation d'Andrew Lo, elle est excellente. En plus, ça n'enlève rien au fait que le film est déjà super bien écrit, mais en plus c'est bien réalisé, quoi. D'ailleurs, en parlant tu parles de réalisation de Andrew Lo, alors attends, du coup je vais encore vérifier, mais je crois qu'il est pas le seul. Oui, voilà, avec Alan Mack. Oui, pour du coup la trilogie entière. Donc le scénariste, du coup. Ouais, et c'est le premier film. Ah d'accord, ok. Je crois qu'Andrew Lo aussi c'est son premier. Je crois qu'Andrew Lo on avait fait avant. Ok, peut-être, d'accord. Et puis oui, parce que tu parlais aussi de Wong Kar-wai, à savoir qu'il y a quand même l'acteur fétiche dans le film de Wong Kar-wai, qui est Tony Leung Chiu-wai, qui d'ailleurs pour In the Mood for Love avait gagné le prix de l'interprétation. Oui. Voilà. À Cannes, effectivement. Donc voilà, et beaucoup de visages connus, on a aussi notamment qui avait été, je crois, dans certains Wong Kar-wai, mais dans d'autres films de Johnny To To, qui est Anthony Wong, du coup, dans Time and Tide, on en parlait, c'est celui qui joue l'oncle. Ah bah oui, voilà, qui Time and Tide encore une fois. Puis Eric Tsang, Andy Lo pour compléter la distribution, qui sont quand même des visages très connus des films hongkongais de cette période-là, quoi. Voilà, c'est bien chouette. On a toute une tripotée de films hongkongais, voilà. Donc si vous ne les avez pas vus, on vous encourage vraiment à les voir. Surtout qu'en plus, vous avez la chance, en tout cas pour Infernal Affairs, mais même pour Tears Go By, il y a une ressortie 4K. En tout cas, il y a eu une ressortie ciné, et donc Infernal Affairs qui d'ailleurs est accessible, la trilogie. Très hâte d'avoir ton avis sur les deux prochains. Avec Marc, on a décidé, bon, toi t'as pas vu le 2, mais en tout cas sur le 3 on est d'accord, c'est pas ouf, quoi. Mais très curieux de voir ce que tu vas en penser. Je te dirais ça. On va se tourner du coup du côté de l'autre côté du canapé, et non l'autre côté du périph', le film avec Omar Sy. Et je pensais qu'il allait dire de l'autre côté de la table, donc j'étais en mode bon, ça va, je peux.
Mais si tu veux, je peux te demander à Marc avant de... je vais parler en premier. Ah, en premier. David, tu n'existes plus désormais. Non, mais en premier, après l'intervention. Commencez pas à faire le drama queen, ça va. Tel le premier acteur, tu es coupé du montage. Tu disais du coup, oui. Moi, alors du coup, j'aurais pu faire des choix stratégiques. J'aurais pu parler d'un film qu'on a vu ensemble. J'aurais pu parler de films connus, entre guillemets, que j'ai découvert sur le tard récemment, avec par exemple Les Fils de l'Homme. C'est bon, je sais de quoi tu vas parler. Avec par exemple Les Fils de l'Homme ou John Wick. Voilà, j'aurais pu quelque chose pour alimenter la discussion, parce que ne serait-ce pas le but de cette émission finalement. Mais je vais vous parler de la légende de Bajirao Mastani. Mais dis donc, Zara, qu'est-ce que c'est la légende de Bajirao Mastani, qui est donc un film indien. Je l'ai pas vu venir. Donc un film indien full tradition Bollywood qui est sorti en 2015, réalisé par Sanjay Leela Bhansali. Je vais prononcer des noms, je vais certainement mal les prononcer. Donc du coup, grand film dans le sens où il a donc il y a les Filmfare Awards en Inde, c'est donc la compète de films national. Il a remporté 9 prix, donc meilleur réal, meilleur film, etc. Ça fait partie des grosses productions indiennes de ces dernières années. Comment je suis tombée sur ce film ? Eh bien, je traînais sur Instagram. Donc ouais, Instagram n'apporte pas que des mauvaises choses. Mais background de visionnage de fou. Je traînais sur Instagram, je vois un reel d'une scène de danse, donc full Bollywood, etc. Je suis en mode, c'est magnifique. En termes de... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il faut dire aussi que depuis Naatu Naatu, tu es un petit peu branché là-dessus. C'est vrai que je suis pas allée assez loin dans la genèse. Naatu Naatu, on en avait parlé au dernier épisode. C'est vrai. Donc en fait, la genèse va encore plus loin parce que je suis obsédée avec Naatu Naatu depuis que j'ai découvert la chanson. Je l'écoutais en boucle, d'accord ? Ça me faisait du bien de voir cette vidéo. Il y avait quelque chose qui se passait. Moi, ça me mettait en joie. Donc, du coup, Meta a dû m'espionner. Et donc, s'est dit, putain, on va lui mettre une scène Bollywood dans son reel Insta au pif. J'imagine vraiment Mark Zuckerberg en train de et j'ai trouvé la scène magnifique. Ouais. Donc, reel, c'est très court. Donc, mais très vite, ça m'a capté en termes de colorimétrie. Là, ma langue a fourché, mais aussi en termes de musique. Donc j'étais en mode très bien. J'avais le truc en tête, je regardais vite fait le nom du film et tout. Je continue sur Insta et Instagram décide de me mettre d'autres reels avec les extraits de ce film. Je me suis dit, c'est le destin. Entre Naatu Naatu, ce film, je me suis dit, il faut que je regarde un film Bollywood, j'en ai jamais vu de ma vie. Parce qu'en fait, c'est fou, parce que c'est quand même une industrie pharaonique et en fait, on a encore assez peu d'écho. Là, au CGR, ils passent de temps en temps. Au CGR Au Wilson. Oui. Ils en passent de temps en temps, et tu vois, mais... C'est horrible. Et ils avaient passé l'année dernière RRR qui normalement devrait ressortir. Ah oui, mais moi je fonce, rien que... Moi j'y vais juste pour 3 minutes de musique. Donc Bajirao Mastani. Du coup, oui. Qu'est-ce que ça raconte ? Donc c'est un film purement dans la tradition bollywoodienne, dans le sens où c'est un film... qui parle d'un épisode mythologique indien. Donc, c'est l'histoire d'un premier ministre donc à l'époque des Maharajas, etc., machin, qui tombe amoureuse d'une princesse musulmane qui s'appelle Mastani. Donc, en fait, pendant tout le film, c'est une espèce d'histoire d'amour pendant une guerre. Et elle va chercher le mec en mode non mais si en fait on s'aime donc moi je vais rester avec toi, sauf que le mec il a déjà une meuf. Mais en fait c'est un vaudeville à la Bollywood, mais en même temps je sais pas jusqu'à quel point je peux raconter, mais donc du coup voilà, c'est une histoire d'amour un peu maudite. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait qu'il y a un peu un fond politique dans le sens où ça parle de la religion musulmane qui est aussi très présente en Inde, etc. Donc, parce que la question de la religion est très importante dans ce film. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oui, c'est... Alors, c'était une claque. J'ai pas été déçue du voyage. Visuellement, toutes les promesses ont été remplies. En termes de... visuellement, c'est magnifique. En termes de couleurs, en termes de maîtrise de mise en scène, les chorégraphies sont incroyables. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait... donc je n'ai jamais vu de film de Bollywood de ma vie, donc je sais pas si c'est un procédé que je retrouverai parce que je compte en mater plus. L'implémentation des scènes de danse en fait sont hyper organiques, ça vient très naturellement, ça te coupe jamais du récit, etc.
Les chansons sont hyper hypnotisantes. Il y a un côté de l'épique, l'épique est magnifiquement géré. Bon, évidemment, ça abuse de ouf des ralentis, on va pas se mentir. Mais ce qui était très plaisant, le côté ralenti, ça fait se marrer 2 minutes. À la fin, t'es un peu en mode, c'est bon là. Ce qui était très plaisant, c'est que je trouvais que le film était ultra vivant. Après, il y a énormément de moyens derrière ce genre de production, etc. Mais je trouve que, par exemple, les scènes de palais, de bataille, l'échelle, elle est immense et tu le sens qu'il y a plein de figurants, que les moyens sont mis en termes d'effets, etc. Et en fait, c'est là pour t'en mettre plein la vue. Et ça marche. Et c'est un spectacle de fou. Et j'étais accrochée pendant tout le récit, j'ai trouvé ça génial. Cependant, le film dure 3 heures, un peu plus, 3h30, un truc comme ça. C'est lui qui durait 3h30 ? Je crois, ouais. 3h30. Ouais. Donc en fait, il y a une intervalle pendant le film. Genre, il y a un écran avec marqué... Non, interlude, pardon. Il y a une interlude. Interlude plutôt, parce qu'intervalle, je me dis, je connais pas trop. Non, pardon. Il y a une interlude pendant le film, et ça m'a fait rire. Mais passé le moment de l'interlude, j'étais en mode... Ça commence à être un peu long. L'interlude qui arrive au bout de 5 minutes. Là, je pense que ça doit faire quasiment pile poil la moitié. 1h30 quand même. Donc, ouais. Mais en fait, passer le côté waouh, découverte, chanson, etc. Robin pourra témoigner, j'ai envoyé des vocaux de pétage de câble à un moment. Parce que j'étais en mode, je ne comprends pas. En fait, à un moment, j'ai perdu le fil en termes de narration. Non pas que l'histoire était pas claire, parce que ça reste un amour interdit avec quelques enjeux politiques, etc. C'est pas non plus un scénario ultra compliqué. Mais en fait, il y a plein de fois où j'ai cru, par exemple, qu'un personnage était mort, mais en fait, il l'était pas. Mais la manière dont c'était mis en scène, on aurait dit qu'il allait mourir. Et puis, en fait, je comprenais pas si des fois... En fait, il y a plein de fois, j'étais en mode, je sais pas si c'est mal écrit ou si j'ai pas les codes de narration. C'était un équilibre, c'était très intéressant, puis ça m'a saoulée à un moment, j'étais en mode... Donc c'était une sacrée expérience. Pareil, en termes d'écriture des personnages vers la fin... Alors encore une fois, genre c'est tiré d'un roman qui a été écrit, donc c'est tiré d'un roman qui lui-même est tiré d'un poème qui date d'il y a 1000 ans chez eux. Comme Beowulf. Et oui, peut-être, je sais pas si c'est comparable en termes de... Mais voilà, en gros, on est sur ce genre de mythologie. Donc du coup, je peux comprendre que en termes de caractérisation des personnages, c'était plutôt faible. Mais par exemple, à un moment, un des personnages principaux, il devient fou. Mais comme ça, enfin, tu comprends pas, ouais, un peu. Et t'es en mode, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu deviens, enfin, t'as du mal à suivre les personnages dans leurs pensées. Mais la découverte de ce cinéma, de ces codes de représentation dont on n'a pas l'habitude. Bon, c'est pas non plus, genre voilà, ça reste du cinéma à gros budget, etc. Ça reprend des codes de blockbuster. Mais vers la fin, je me posais la question de si c'était en gros le film qui était mal écrit, je grossis énormément, ou si c'était moi qui n'avais pas l'habitude de voir ce genre de film. Mais c'était une expérience très intéressante. Et franchement, pour commencer un film Bollywood, vraiment, bon là je finis sur une note pas ouf, mais je conseille Bajirao Mastani, ne serait-ce que pour la mise en scène, les couleurs, etc. C'est magnifique. J'écoute l'album souvent du film. Qui a totalement intégré ton fil oui, Deezer. Complètement. Et ouais, c'est vrai que ça doit être intéressant aussi en salle, peut-être l'expérience d'être avec les salle, autres. Ça doit être un régal. J'aurais adoré le voir en salle. Parce que tu l'avais vu chez toi, c'est ça ? Ah oui, je l'ai vu chez moi sur mon petit vidéo. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en salle, donc à Toulouse, ils en passent régulièrement. Je crois que c'est même un par semaine, il me semble, tous les samedis. Pas loin. Hein. Presque. Pas loin. Parce que je vois passer des messages, effectivement, je crois qu'ils font sorte d'en passer un par semaine. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Les week-ends, quasiment tous les week-ends, t'en as quasiment au moins un dans la journée. Je les loupe tous. Mais je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de se faire une séance à l'occasion, parce que moi, de tête, je n'ai jamais vu de film. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont vu des films J'ai vu un film de Negollywood. Oui, c'est ça. Oui, parce que oui, du coup, c'est vrai, c'est juste pour rebondir. Bon, c'est plus un terme technique. On dit Bollywood, mais techniquement, Bollywood, c'est pas tous les films qui sortent d'Inde. C'est les films qui viennent d'une partie précise de l'industrie cinématographique. C'est ceux qui sont faits à Bollywood ou je sais pas trop quoi, mais que du coup, en fait, il y a plein de. Ah oui, non, Bollywood veut pas dire le cinéma indien, mais c'est un type de cinéma. Voilà, c'est ça. Bollywood. Donc voilà, il y a certains films qu'on pourrait dire c'est Bollywood, alors que techniquement, ça n'est pas le cas. C'est un film. Alors, j'ai plus toutes les terminologies. Mais de toute façon, ça a des codes, c'est très codifié. Enfin, genre la question de des chansons, de la chorégraphie. T'as des thèmes souvent qui reviennent, notamment le fait de reprendre des vieilles figures de héros. Enfin, c'est très 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 lié
librement adapté historiquement. Ils aiment bien se baser sur des vieux récits, etc. Mais c'est vrai que ça doit être Game Space, hein, cette espèce de mélange de genres qu'ils font. Entre la danse, des fois t'as de l'action, des fois t'as du drame, de l'amour, enfin des trucs comme ça. C'est vrai que je me dis, mais comment ils arrivent à écrire ça? Comment est-ce qu'ils... Là, c'était fou. Hein, comme j'ai vécu confuse à la fin, mais je suis ravie du voyage. Je pense qu'il y a aussi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur RRR et qu'on m'a dit que c'était symptomatique du cinéma indien, c'est que, enfin, ça assume, mais il n'y a pas de, tu vois, de cynisme ou quoi. C'est vraiment, c'est frais, c'est pur, quoi. C'est vraiment ultra sincère comme cinéma. Je serais effectivement curieux de voir RRR si jamais il ressort en salle. Ah oui, non, mais de fois, je pense qu'il va ressortir parce qu'en plus ils ont gagné l'Oscar de la meilleure musique. Oui, la meilleure musique. Le distributeur français est sur le coup, mais en fait, ils sont hyper frustrés parce qu'ils peuvent pas donner de date pour le moment parce qu'en fait c'est hyper galère de pouvoir le ressortir. Mais très clairement la demande est présente et honnêtement pareil, RRR peu importe qu'il fasse plus de 3 heures. Hein. En attendant, sinon on peut se regarder le film avec Alain Chabat. C'est ça, oui, qui vient de Frank Hollywood par contre. Voilà, après il y a les moi j'avais prévu avant l'émission, mais en ce moment je manque de temps, mais vous avez La légende de Bahubali qui est donc un film pareil typique donc qui reprend une légende indienne, etc. On est encore sur un truc Bollywood, qui est un film en 2 parties qui est assez costaud et qui fait partie d'un des films des films les plus rentables de l'industrie, et ça a été réalisé par le réal de RRR du coup. C'est sur Netflix. Mais du coup, en vrai, je me demandais, niveau budget, c'est vraiment des gros budgets? Parce qu'on compare avec du cinéma hollywoodien, à quel point est-ce que c'est similaire et tout? C'est vrai que je sais pas quelles sont les échelles. C'est ça, c'est difficile. Et c'est en roupie, donc il me semble que RRR, qui est l'un des plus chers et tout, ça représente même pas 100 millions. de dollars, ce qui est déjà pas mal. Oui, non, ils ont des gros budgets. Je crois que j'avais checké pour celui-là en avant, je me demande si on n'est pas, on doit être à moins de 50 millions, je crois. Mais c'est pas les ultra gros blockbusters américains. Après, techniquement, si mes souvenirs sont bons, un film est considéré comme un blockbuster américain à 2 conditions, du moment qu'il y a une grosse boîte derrière et que ça dépasse les 100 millions. Je dis ça parce que, fun fact, Cloud Atlas c'est un film indépendant. Le film indépendant le plus cher de l'histoire parce qu'il a plus de 112 millions, je crois, en termes de budget, mais c'est un film indépendant. Et après, des fois, c'est un peu joué sur les frontières, mais effectivement, c'est vrai que, je veux dire, un film à 100 millions qui est fait à Hollywood, bon, je veux dire, les films américains s'exportent très bien, pour le coup, les films indiens, bon, je pense, ont plus de mal. Donc, si ton film bollywoodien fait coûte 100 millions de dollars, si on parle en dollars. Après, après, la population indienne est énorme aussi, donc si ça fait beaucoup d'entrées, c'est des énormes succès. Après, c'est pas le même prix d'entrée à niveau de la place aussi, je pense. C'est ultra rentable. Je crois qu'il a rentré 3 fois son prix de production. Bon, bah voilà, bravo à lui. Il a fait mieux qu'Astérix. Et il est rentré, et donc du coup ils ont un top des films les plus rentables en Inde, et il est 29e sur le top. Je comprends pas, il y a pourtant des musiques dans Astérix, pourquoi il l'a pas marqué? Il n'y a pas Natu Natu, c'est peut-être ça qui a manqué. C'est incroyable comme vidéo. Du coup, je vais me tourner vers mon cher Marc. Mon cher Marc, de quel film vas-tu parler? D'ailleurs, c'est la petite surprise. De quel film tu vas parler? Tu n'as pas voulu me le dire. Je n'ai pas donné de titre en avance parce que je voulais garder le suspense. En une phrase, Robin, tu vas savoir de quel film je parle, mais les autres peut-être pas tout de suite. Je vais parler du meilleur film de ce début d'année, de ce premier trimestre 2023, et qui est donc La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Ah, finalement t'en parles. Ça fait un mois que je veux parler de ce film, puisqu'en plus je l'ai vu en avant-première, donc je l'ai vu, il était pas encore sorti. Et du coup, j'étais pas aux dernières émissions. Moi, je l'ai vu en avant-première. Donc, du coup, je voulais en parler depuis longtemps. Et du coup, j'ai des éléments de contexte parce que j'ai vu en plus ce film en présence d'une historienne russe, donc qui a pu parler de ce film pour savoir aussi si le film est juste d'un point de vue historique, mais pas seulement. Donc, en fait, ce qu'il faut déjà savoir à la base, un petit point géopolitique, c'est que Kirill Serebrennikov, à la base, c'est un opposant au régime de Poutine. Bah oui. Mais que Poutine, en fait, et comme il était très fort, un très bon réalisateur, en fait, Poutine, à la base, le considérait quand même comme un très bon réalisateur. Et donc, ils ont eu envie, en fait, de lui proposer, il y a quelques années de ça, de faire un biopic de Tchaïkovski, du coup, en Russie, qui devait sortir à la base en 2015. Donc vous vous rendez bien compte. Attends, du coup ça veut dire avant Leto son premier long métrage, ou en tout cas oui, en tout cas non, peut-être pas son premier, mais en tout cas Leto c'est pas son premier en fait. Non, avant il avait fait le disciple, il en a fait au moins 7 avant en fait. Il y en a plusieurs qui sont pas sortis chez nous. Ils sont très peu connus en Europe et en France, mais en fait Leto c'est au moins son 5e ou 6e film si ce n'est plus. J'avais d'ailleurs été assez surpris parce que je pensais aussi que c'était son premier, mais pas du tout. Et donc en fait il était très très considéré par le régime poutinien en Russie, donc en fait il avait proposé de faire ce biopic de Tchaïkovski. Okay.
en lui demandant de faire un film qui montre évidemment la grandeur de la Russie, la grandeur du compositeur, et connaissant, si vous connaissez un petit peu Kirill Serebrennikov, qui a donc fait effectivement Leto, et il n'y a pas très longtemps La fièvre des Petrov, il était hors de question pour lui de faire un film lisse, montrant la grandeur de la Russie du compositeur, et du coup ça posait un peu problème. Finalement, ces idées d'opposition lui valent d'être assigné à résidence, et que le biopic en question qui était prévu de faire ne se fera finalement pas. Et voilà. Et donc du coup, la deuxième chose à savoir, c'est que Kirill Serebrennikov a quand même voulu faire ce film sur Tchaïkovski, et il s'est rendu compte en fait que Tchaïkovski était effectivement un très grand compositeur, mais également un homme homosexuel, dépressif, qui vivait dans une Russie complètement coupée en deux entre richesse et pauvreté, et donc du coup il a voulu en faire un film qui était comme ça, et qui du coup a été hyper mal vu par le gouvernement de Poutine, et donc le film, faut savoir qu'il est interdit en Russie. Autre chose à savoir, c'est que c'est un film qui est extrêmement documenté, puisqu'en fait ils se sont servis des échanges de lettres entre la femme de Tchaïkovski et Tchaïkovski, mais aussi entre Tchaïkovski et ses frères, et que tous les dialogues qui sont écrits dans le film sont quasiment tirés de ces lettres-là. D'accord. Donc c'est un film qui est extrêmement documenté et qui a une très grosse véracité, d'après cette historienne russe qui nous avait présenté le film. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est des éléments qui sont importants pour le film, d'abord pour la véracité et un peu pour ce contexte un peu géopolitique du film. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors moi je connaissais pas trop Tchaïkovski, donc je vais écouter un petit peu aussi de sa musique avant d'aller voir le film. Sinon, d'un point de vue film, c'est tout le cinéma que j'aime. Et déjà, j'avais déjà beaucoup aimé Leto, j'avais encore plus adoré La fête des Petrov, et j'ai encore plus adoré La femme de Tchaïkovski, qui est aujourd'hui le film que je préfère de Serebrennikov, dans ceux que j'ai vus bien sûr, parce que c'est absolument tout ce que j'aime en termes de mise en scène, en termes de rythme. C'est un rythme... c'est beaucoup de contemplation, c'est très lent, ça prend vraiment le temps d'installer, il y a une ambiance visuelle qui est absolument incroyable, et puis il y a toujours avec Serebrennikov cette espèce de virtuosité de la caméra qui fonctionne, qui bouge super bien, qui se déplace super bien dans son décor, qui vraiment exploite vraiment chaque centimètre de décor et tout dans un univers qui est fantastique. C'est beau à en mourir, franchement c'est un des plus beaux films que j'ai vu ces dernières années. En termes de photographie, c'est vraiment magnifique. Et après j'aime beaucoup aimer l'histoire finalement, parce que j'aime beaucoup le contexte finalement, en sachant après effectivement de se voir cet homme-là qui est tiraillé, qui est dépressif, qui est homosexuel dans une Russie où c'était interdit, et pourtant il est invité partout. C'est vrai que c'est vachement autorisé dans la Russie actuelle. C'est pas autorisé, mais je crois que c'est extrêmement mal vu. Ils font de la propagande pour dire que c'est mal vu, mais je sais pas si c'est interdit. À l'époque, non, là c'est pas interdit, voilà, mais parce qu'à l'époque c'était vraiment interdit, et du coup ça en fait un film que je trouve déjà qui fait entre guillemets un bon doigt d'honneur à la Russie, et c'est surtout que j'aime beaucoup ce contexte là d'opposition entre riches et pauvres qui est vraiment marqué, avec ce personnage qui est homosexuel, tiraillé, qui est dépressif et qui est pourtant un génie de la composition. Et j'ai beaucoup aimé ça, même si je reconnais que le rythme un peu lent peut sortir du film, et surtout si on s'en accroche pas à l'histoire et aux personnages. Mais moi j'ai trouvé ça passionnant, et en plus je trouve que, voilà, comme je disais, le contexte géopolitique, historique, etc. fait que je trouve que ce film est vraiment, vraiment passionnant, et en plus de ça, vraiment hyper bien mis en scène, et c'est tout le cinéma que j'apprécie. Avant que je prenne la parole, David, tu as vu La femme de Tchaïkovski ? Oui, effectivement, je l'ai vu comme toi l'année dernière à Cannes. Et du coup, avant, je pense qu'on a à peu près le même. J'ai juste rajouté une petite fun fact et tout. Tu disais qu'il était du coup assigné à domicile. Assigné à résidence. Il a été assigné à résidence quelques années, vers 2017. C'est ça, exactement. Ce qui fait que pour Leto et La fièvre de Petrov, il avait pas pu venir à Cannes pour le présenter. Par contre, pour La femme de Tchaïkovski, là, c'est la première fois qu'il a pu se rendre. Alors, je sais pas si c'était en France ou en tout cas au Festival de Cannes. Il a pu présenter du coup son film. David, du coup, on l'a vu tous les deux au Festival de Cannes, et je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle nous on a moins apprécié. Je te laisse commencer. Je vais même le dire, je n'ai pas aimé le film. Je suis pourtant un très grand fan de Kirill Serebrennikov. Leto pour moi est je pense dans ma top 20 de mes films préférés all time. Pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. J'avais beaucoup aimé son précédent, Le Disciple, qui est un très très bon film aussi, et je trouve que sa patte effectivement va grandissante de film en film.
Après, j'avais malheureusement loupé La fièvre de Petrov. Hein. C'était une période où j'étais un petit peu malade à ce moment-là et du coup, j'avais pas pu le voir. Le film aussi est malade, hein, très clairement. Le film est malade, donc bon, peut-être que j'aurais été dans le bon état pour le voir finalement. Mais non, pour ce qui est de La femme de Tchaïkovski, je pense que déjà le contexte cannois fait que je suis passé à côté. C'est le dernier film que j'ai vu. J'étais fatigué, je peux te confirmer. Comme j'en pouvais plus. Je pense que déjà quand on va voir le film, il faut se mettre dans la bulle. Voilà, là j'avais vu 3 films avant qui duraient pareil 2 heures. Finir sur un film de 2h30 où c'est très très long. Effectivement, je pense qu'un Leto serait très bien passé. Là en l'occurrence pour moi c'était la goutte de trop. Après, même d'un point de vue plus objectif, j'ai été très déçu de sa mise en scène. Je la trouvais parfois trop longuette, parfois approximative. Je voyais pas toujours où il voulait m'emmener. Après il faudrait très sincèrement que je le revoie. Je pense que c'est un film que je devrais revoir pour mieux l'évaluer que ce que je l'ai évalué la fois précédente, mais quand même je sais qu'il y avait des approximations qui pour moi me gênaient. Des fois je comprenais pas où il voulait m'emmener, pardon. Et moi c'est ce qui me gênait, là où dans ces deux précédents que j'avais vus je voyais complètement. Là je sais pas. Mais du coup, je pense que tu vas pas trop aimer La fièvre de Petrov si tu le vois, parce que c'est un peu comme ça aussi. C'est une narration qui est très particulière et qui t'emmène nulle part. C'est hyper cryptique, ouais. Là, ça part dans tous les sens. Et après, bon, moi j'avais beaucoup aimé parce que je trouve que le film est génial dans sa mise en scène, dans ses idées, sa regorgée et tout. Par contre, c'est vrai que niveau narration, c'est. En fait, c'est pas un problème au niveau narration, ça aille un peu dans tous les sens, tu vois. Juste, je pense qu'à un moment, il faut que je me raccroche à quelque chose, tu vois, en l'occurrence, dans Tchaïkovski's Wife, j'arrivais pas à me raccrocher au rythme, j'arrivais pas à m'accrocher au montage, j'arrivais pas à m'accrocher au personnage, parce que pour moi, le personnage de la femme est dur à apprécier, mais forcément, parce que vu que c'est un film qui est vraiment sur le déni, bien sûr, c'est compliqué de faire attacher au personnage quand tout le film, tout te montre qu'elle est complètement dans le déni et elle s'enfonce dans une situation où en fait elle est perdante dès le début, quoi. Donc, mais ça je trouve énorme, c'est à quel point elle se ferme dans cet esprit là et à quel point elle chute. Et finalement ils chutent tous les deux parce que lui aussi chute, hein, mais de manière différente, mais elle sombre complètement. Et c'est ça que je trouve que quand tu regardes les costumes au début du film, elle est habillée tout en blanc, elle est rayonnante, etc. Et plus ça va dans le film, plus elle s'habille sombre, et à la fin, elle est complètement habillée en noir. Et tu sens que ça va avec son état d'esprit. En fait, elle sombre complètement, en même temps qu'elle passe d'une classe, du coup, assez aisée, à terminer dans la rue avec les pauvres, dans la rue qui est complètement abandonnée, où tout est sale. Et en fait, cette chute-là, moi, je la trouve hyper intéressante, même si c'est très lent. Dans le déroulé, je trouve ça captivant, en fait, cette descente aux enfers, parce que en fait tu t'es enfermé dans un déni qui te fait descendre complètement, quoi. Du coup, je rejoins David sans être aussi négatif, parce qu'il y a quand même 2-3 choses. Enfin, je trouve que par exemple la mise en scène il y avait 2-3 choses qui m'avaient vraiment plu, notamment la scène du début avec le cercueil, sans trop en raconter, qui est vraiment assez. Enfin, oui, voilà, en termes d'intro et tout. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'en fait, je vais tenir des nuances par rapport à ça. C'est parce que l'année dernière, il y a le film avec lequel j'avais fini Cannes, c'était Layla et ses frères, et que en fait, je tenais à peu près les mêmes propos que tu tiens sur La femme de Tchaïkovski. Et du coup, je lui ai donné une seconde chance en le voyant cette fois-ci à tête reposée. Et c'était le seul film que je voyais de la journée. J'étais dans de bien meilleurs contextes. Et là, du coup, j'ai adoré Layla et ses frères. Et du coup, La femme de Tchaïkovski, je pense que c'est pareil. Il faudrait que je le revoie dans de meilleures conditions pour justement pleinement l'apprécier. Parce que, effectivement, je crois que je l'ai vu à 10h30. J'avais fait 6 heures de sommeil, c'était. Je sais plus quel jour c'était. Clairement, je rebondis sur ce que tu dis. Pour moi, c'est clairement un film que tu peux voir que ce film-là dans la journée. Oui, c'est voilà, pas un film de festival, c'est un film de festival parce qu'il est très bien réalisé et tout, mais c'est pas un film que tu peux enchaîner dans une journée et tout. C'est un truc qui est assez dense, digéré, c'est dense, oui. Qui est dense, qui est loin de digérer, qui est franchement, c'est sûr que si t'arrives même si t'as la première séance du matin ou etc. Même moi, vous voyez, j'ai adoré le film. Je suis allé le revoir une semaine après parce que je savais qu'après je pourrais pas le revoir parce que je partais en vacances et j'aurais pas l'occasion de le revoir au cinéma. Et la deuxième fois, finalement, j'ai un peu subi parce que j'avais vraiment le film en tête. Il dure 2h30 et j'étais un peu fatigué en plus parce que c'était en fin de journée. Voilà. Et j'ai moins apprécié mon deuxième visionnage alors que pour moi c'est le meilleur film de ce début d'année. Je vais pas dire largement parce qu'il y en a un qui est juste derrière et qui est pas très loin, mais c'est vraiment un film excellent et du coup effectivement je pense que c'est un film à voir, mais vraiment à tête reposée et à être prêt à le voir, quoi. Je suis d'accord.
Mais je lui redonnerai sa chance en tout cas à l'occasion, je le reverrai. Pareil, j'aimerais bien me faire une petite rétrospective de Severnikov et tout. Peut-être ses précédents aussi. Mais ouais, j'aimerais bien ses précédents, mais je sais pas trop du coup s'ils sont faciles d'accès ou pas. Alors le Disciple, je pense que oui, parce que j'avais vu en salle, donc je pense qu'il doit être trouvable pour le coup. Après ses précédents, je sais pas. Après, je me dis avec des sous-titres peut-être anglais ou quoi, ils sont peut-être visibles. En tout cas, fait réalisateur très très intéressant, l'ami Kirill. Du coup, je vais parler du coup du comment? Non, je dis et toi. Et moi, le film dont je vais vous parler. Alors, la dernière émission, je vous ai parlé d'un film de Billy Wilder. Et spoiler alert, je vais vous reparler d'un nouveau film de Billy Wilder. Non, mais il faut dire, en fait, c'est grâce à la Cinémathèque de Toulouse. Et il régale, quoi. En 4 mois, ils ont mis 3 films de ce réal. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu une partie de son cinéma. C'est un réalisateur que je veux vraiment découvrir depuis des années. Et là, je pense que j'ai découvert l'un de ses plus cultes, peut-être son plus culte, je sais pas, avec certains Lame Show, je pense que... Ouais, non, certains Lame Show, si, ouais. C'est de lui, certains Lame Show. C'est aussi de lui, là. Oui, voilà. Donc, je pense que ça se joue entre les deux, mais c'est très clairement Boulevard du Crépuscule, du coup. Je suis immensément content de l'avoir vu, surtout que hier c'était vraiment une galère, c'était vraiment pas sûr que j'aille le voir. Finalement, je l'ai vu dans de bonnes conditions avec un ami, du coup, Vivien, que je salue, du coup. Qui est mon ami. Qui est l'ami de Zara, qui n'est pas le mien, du coup. J'ai pas le droit de l'avoir un ami. Mais voilà, que je salue parce qu'il écoute l'émission, donc on le salue. Ah bon ? Non, je sais pas, il avait dit qu'il écoutait l'émission. Oui, après. Je pensais qu'il avait dit ça comme ça. Écoute, dans tous les cas, il sera content. Il sera content de l'entendre s'il écoute l'émission. En tout cas, à 40 minutes, il faudra que tu écoutes. Bref. Mais du coup. Ouais, 42 minutes même. Mais du coup, Boulevard du Crépuscule. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, pour résumer très très bien brièvement, c'est l'histoire d'un jeune scénariste qui, par de multiples péripéties, va se retrouver à travailler avec une ancienne star de cinéma sur un scénario qui très clairement il te montre que en fait c'est de la merde quoi ce qu'elle a écrit. Mais il va quand même essayer un petit peu de profiter d'elle parce qu'elle est méga riche et donc du coup ça va lui permettre de pouvoir joindre les deux bouts. Je résume très 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 brièvement. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, tu vois, et ce qui fait que je l'ai même plus apprécié avec un autre film, et vous allez voir, il y a un rapport avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est Once Upon a Time in Hollywood, je pense que c'est le film que j'aime le moins de Tarantino. Oui, peut-être parce que c'est méga boring. Oh là là. Et en fait, attention à ce que vous dites. Et du coup, ce qu'on me ressort beaucoup avec ça, c'est oui, mais c'est normal, c'est parce que t'as pas toutes les références. Et je trouve que c'est complètement dommage qu'un film t'ait besoin forcément des références pour l'apprécier. Que pour plus l'apprécier, je comprends, mais que t'aies besoin de références pour l'apprécier, je suis dommage. Et je trouve que Boulevard du Crépuscule, qui est un film hautement cinéphile, qui va vraiment te faire de citer énormément la référence du cinéma muet, il te met jamais sur le côté, même quand t'as pas les références. Et tu vois, je sais pas si je vais vous garder la surprise, mais disons qu'à un moment, au détour vraiment de une séquence, tu le vois pas plus, cet acteur doit apparaître à tout péter 1 minute. Mais t'as un grand nom du cinéma muet qui apparaît, et à un moment il y a un très gros plan pour lui, et je peux te garantir que dans la salle il y a eu quelque chose. Tu vois, il y a eu la même émulsion que quand il y a Captain America qui arrivait dans Avengers Endgame. Tu vois, je sais pas, mais je trouve qu'il y a vraiment un petit peu ce type de réunion d'un très grand nom et qui crée une surprise. Bref, mais en dehors de ça, comme d'habitude chez Billy Wilder, l'écriture est toujours impeccable, mais ce que j'ai trouvé de Marc non de la tête. Au contraire, je dis justement qu'au contraire, effectivement, c'est ce qui fait de son cinéma un cinéma que j'affectionne particulièrement parce que c'est toujours millimétré. Ah oui, voilà. Mais là, ce que j'ai particulièrement. En fait, c'est un film, que j'essaie de reposer parce que vraiment, je l'ai vu hier, donc il reste assez frais. Il est en train un petit peu de grandir avec moi. C'est parce qu'en fait, je trouve que contrairement à ces autres films que j'ai beaucoup aimé, là, il y a vraiment un côté très fort en termes d'émotion. Et je trouve que l'actrice, dont j'ai oublié le nom, qui interprète justement cette artiste oubliée, Gloria Swanson. Voilà, je la trouve fascinante dans ce film. Et ce que je trouve aussi incroyable quand tu fais 2-3 petites recherches Wikipédia, c'est qu'en fait, tous ces portraits d'artistes déchus qui essayent de revenir ou alors qui sont tombés dans l'ombre, mais en fait, c'est hyper méta parce qu'ils sont joués par des acteurs et des actrices ou des réalisateurs qui sont oubliés, qui ont été oubliés et qui ont été ou relancés par ce film, ou en tout cas on a essayé de les évoquer, et je trouve que c'est hyper pertinent. Et le fait que Billy Wilder, je sais pas quel âge il avait, mais vraiment il a un casting, il a un propos sur Hollywood, sur le fait qu'on oublie les stars et tout, sur qu'est-ce que ça fait de vouloir continuer à exister à travers la création et tout. J'ai dit c'est Babylone ou quoi? Mais c'est Babylone en mieux, c'est clairement Babylone. C'est pas difficile. Hein. Non mais voilà, du coup si ça vous intéresse, si Babylone vous avez aimé, évidemment il y a Chantons sous la pluie, mais aussi
apprécie surtout Boulevard du Crépuscule, que je trouve qu'il lui a vraiment la partie émotion. Et ce que je trouve assez fou, parce que vraiment, t'as toute la première partie où tu te marres, mais vraiment premier degré, tu te marres, c'est une vraie comédie. Enfin, vraiment, dans la salle, on se marrait vraiment. Et ensuite, on bascule dans une deuxième partie qui, et là, va être beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus sur l'introspection des personnages. Bref, voilà. La photographie, par certains moments, est sublime. Il y a beaucoup de jeux avec la lumière du cinéma, soit par les vidéoprojecteurs, soit par les projecteurs de salles de tournage et tout. Bref, c'est un film que je trouve plastiquement super beau. Il y a une vraie tragédie, comme souvent dans les films de Billy Wilder. Bref, c'est vraiment un film qui n'a pas volé sa réputation. Je dirais pas forcément que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que je préfère encore une fois Assurance sur la mort, qui pour moi est un film absolu. Tu peux dire que les deux sont des chefs-d'œuvre, hein. On peut avoir plusieurs chefs-d'œuvre dans un film. Non, je peux pas dire. Non, je ne peux. Oui, Bong Joon-ho l'a prouvé. Non, je pourrais pas dire chef-d'œuvre, mais bon, voilà. Boulevard du Crépuscule, c'est une merveille. Et le cinéma de Billy Wilder, encore une fois, mais vraiment, regardez son cinéma. C'est un cinéma qui n'a pas vieilli. C'est fou. Il est toujours actuel. Il y a le rythme et tout. Enfin bref, c'est un film. C'est un cinéma incroyable. Ah oui, non, mais de toute façon, Billy Wilder était un visionnaire. Hein, je veux dire. Totalement. Importe. Ces histoires sans propos, c'est vrai que j'en ai pas eu tant que ça, tu vois, des Billy Wilder. C'est mon troisième, hein, comme j'ai dit. Je pense que j'ai dû en voir 3 peut-être aussi. Mais effectivement, moi je préfère bien évidemment sur la mort qui, pour moi. Oui, allez, let's go. Non, mais alors lui c'était mon. Je pense que c'est le film qui m'a fait aimer les films noirs classiques, déjà. Ah, mais il est incroyable aussi. Voilà, sur la mort, il est fou. Tout est réussi dans ce film. Je pense qu'il est dans mon top 15 peut-être, pour le coup. All time. Mais là où du coup Boulevard du Crépuscule, j'ai un peu moins d'accroche. Après, je pense qu'objectivement c'est peut-être son plus réussi. Je pense qu'en fait, je pense que l'aspect méta déjà était très novatrice pour l'époque, effectivement, parce que bon voilà, je dirais elle qui est quand même une actrice du muet qui n'a pas fait de film pendant 20 ans et qui revient dans ce film-là et recherche à devenir une star et finalement le devient par ce film. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon voilà, que la narration est excellente, commencer du coup par la fin, voilà, où on prend comment dire, la dramaturgie presque d'un film noir pour en fait l'amener vers autre chose des fois. Oui, je trouve ça très très fort et c'est très... Autre chose qu'on peut dire avec Billy Wilder, c'est que beaucoup vont te dire il faut éviter la voix off parce que la voix off a tendance à être trop explicative. Là, c'est le deuxième film où ils utilisent la voix off et la voix off est extrêmement bien utilisée. Surtout dans ce film où est-ce que la voix off est très présente au début et vers la fin, elle est inexistante. On oublie même que c'est une narration, qu'on est tellement pris par le récit et ensuite d'avoir à revenir et tout. Enfin, je trouve qu'il y a une intelligence encore une fois dans ce je dirais même une double intelligence quand tu sais finalement d'où vient cette voix off. Bah oui, parce que tu l'oublies, à un moment tu l'oublies, c'est furtif et après au fur et à mesure du film tu te dis mais attends, mais tout semble naturel en fait. Non mais il est incroyable. Et puis je pense que le dernier gros plan du film, évidemment, je pense que c'est un des plans les plus cultes. C'est une des plus grandes fans du ciné, je pense. Voilà, je pense vraiment. Enfin, là, le fait de t'écouter, ça m'a redonné envie de le voir parce que pour le coup, ça guerre. Mais il repasse le 29 avril. Le 29, malheureusement, c'est un samedi. Je sais que je ne saurais pas dire. Moi non plus, je serai en train de présenter The Host à Montauban de Bong Joon-ho. Je commence à en parler maintenant. Il faut que j'aille voir aussi d'ailleurs. Le 29 avril à Montauban, si tu veux. Mais je ne peux pas non plus, si je peux pas, malheureusement. Mais oui, en tout cas, non, effectivement, je l'ai vu depuis. J'ai pas vu depuis quelques années, mais ça m'a redonné envie de le voir. Donc j'espère qu'à vous aussi. J'encourage vivement, là encore, voilà. Bref. Moi, j'irai le voir le 29, je pense. Trop bien. On va voir si ton avis va évoluer du coup. Ouais, parce que pour le coup, moi j'en ai vu 6 de Billy Wilder et c'est celui que j'aime le moins. C'est Boulevard du Crépuscule. Tous les autres, je les trouve vraiment très bons. Alors, il n'y a pour l'instant aucun que je considère comme un chef-d'œuvre. Même Assurance sur la mort. J'ai pas vu Assurance sur la mort. Mais j'ai. Fonce. Ouais, il faut avoir l'occasion. Quitte le podcast, va voir le film. Il était à la Cinémathèque, mais je l'ai raté malheureusement. Je pouvais pas venir ce soir-là. Et après, non, j'aimerais bien le voir dans des bonnes conditions. Donc, mais oui, j'ai vu Sea Wilder et c'est celui que j'aime le moins. Mais après, je trouve que c'est un bon film. Mais en fait, je pense que j'avais peut-être trop d'attentes aussi quand je l'ai lancé. Et puis je l'ai vu il y a aussi très longtemps, donc j'avais peut-être pas la même vision des choses. Donc il faudrait que effectivement je le revoie. Mais c'est effectivement le Wilder que j'aime le moins pour l'instant. Ok. Bref, du coup, après cette première partie, on va attaquer un premier jeu, celui que Marc nous a préparé. C'est comment il s'appelle ton jeu ? Alors comme vous avez dit, quand je faisais des jeux, ils ont toujours un titre de film qui s'appelle Des mineurs. Forcément, en faisant référence au film de Catherine Bigelow, qui est un très bon film au passage. Oui. Que j'avais pas trop aimé la première fois, mais que j'ai revu et que je trouve vraiment cool. Il n'a pas volé son Oscar. Et c'est parti pour le petit jingle. Très bien.
C'est une devinette. T'as dit quoi? Parce que j'ai rien entendu. Non, je parlais du fait que Marc, tout à l'heure, il était dégoûté parce qu'il avait pas le même jingle que le tien. Donc, du coup, j'ai dit, dommage qu'il soit chier ton jingle. Alors, mais ça sera ça le sondage. Est-ce que vous trouvez que le jingle de Marc est à chier? Mais non, il est très bien. Oh là là. je ne trouve pas haché, je ne trouve Et vous avez pas trop adapté froid avec votre spécialement. premier degré là Mais c'est toi premier degré. Tu trouves que j'étais premier degré dans ce que j'ai dit? Oui, je trouvais que t'étais premier Vous êtes degré. vraiment Mais très non. premier degré là. Ouais, par je contre. trouve Ouais, vous êtes un qu'il peu fait trop très froid premier dans la Mais pièce. toi, t'es plus que premier degré. T'es premier degré moins 1. Donc 0, mais quand même premier. Bref. Tant qu'on Très, dépasse très pas les long. 21. C'est vraiment très très long comme. Oui. Ouais, Marc. Alors, du coup, des mineurs. Je vais déjà vous expliquer un petit peu les règles pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Après, je vous parlerai du thème qui est très adapté à Zara, aux connaissances de Zara. Du coup, le démineur, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a dans cette liste, dans ce jeu-là, 17 personnalités. Je peux avoir des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices, etc. Dans le jeu présent, c'est des acteurs et des actrices. Et en fait, dans ce jeu-là, il y a 12 personnalités qui collent au thème et 5 qui sont des erreurs. Et donc en fait, si vous tombez sur... Il y a 12... Sarah, je répète parce que je vois que tu n'as pas compris. Non, Il y a non, 17 Mais personnalités. personne n'a compris, hein. C'est juste que moi je suis la seule à le dire. Hein. 17 personnalités. Il y a Oui. 12 qui collent au thème, donc je Oui. vous annoncerai après, et 5 qui ne collent pas, du coup, qui sont des fausses réponses. C'est des randoms. C'est des bombes en fait. L'un des Non, mais mineurs. je pense qu'il va nous lire les Ah, mais- 17 et il va falloir sur les 17 en choisir 5 qui ne correspondent pas Non, au il va thème. falloir du coup trouver les bonnes réponses et trouver pas les les 12. mauvaises. Ah d'accord, ok. Tu vas En fait, poser des questions, Il n'y j'imagine. a pas de pour- questions. C'est en fait, je vais vous dire le thème, je vais vous dire les noms. Vous allez j'ai écrit les noms sur la fiche, donc je vais vous passer la fiche. Et chacun à votre tour, vous allez devoir dire un nom qui colle au thème. Ah, ok, c'est bon. Si vous avez Oui, juste. tu annonces Ça le thème dès le continue. début en fait. J'annonce le thème. D'accord, juste j'ai peur après. que tu ne donnes pas le thème et qu'on Ah doive oui, trouver le qu'on thème. doit se Ok. deviner. Non, tout Non, pareil. non. Si, C'est pas mal, c'est pas mal. Si vous trouvez, alors déjà pour savoir, vous jouez par équipe. Donc en fait, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Oh. Si vous trouvez les 5 faux avant d'avoir trouvé les 12 justes, vous avez perdu. Et si vous trouvez les 12 justes avant d'avoir trouvé les 5 faux, ça, C'est gagné. C'est gagné. Ok, pas mal, Du pas coup, mal. c'est chacun votre tour. Et du coup, en fait, par contre, vous avez le droit de parler entre vous Ah. pour vous donner des conseils, sinon ce Alors. serait trop simple. On fait quoi, des équipes de 1? C'est chacun votre Non, tour, vous êtes c'est- ensemble. on est C'est ensemble. comme Tous vous les êtes- trois, tous les trois. Vous êtes tous les trois ensemble. Et en fait, Faut soit vous gagner perdez ensemble. ensemble, soit vous perdez ensemble. D'accord, très bien. Le thème, vu que dernièrement un trailer vient de sortir, il y a quelques jours, un trailer de Asteroid City de Wes Anderson. Le thème, c'est les acteurs et actrices récurrentes dans le cinéma de Wes Anderson, ayant fait au moins 2 films, je précise, qui peuvent aussi avoir joué dans L'île aux chiens et dans Fantastic Mr. Fox, donc doublage de voix. Ok. Je commence, du coup je vous dis la liste, parce Et que comme ça, parce que en vrai c'est quand même apparition quelque caméo, chose qui ça a- compte aussi du coup. Pardon Apparition caméo, ça compte aussi. Oui, enfin, oui. Par exemple, non, je vais pas donner de. Du coup, Laissez-moi les faciles par pitié. du coup, bah, tu vas commencer, Zara, comme ça ce sera plus facile. Je dis les 17 noms pour nos spectateurs parce que du coup ils n'ont pas la liste sous les yeux, mais après je vous passerai la liste pour que vous l'ayez. Ok. Très bien. Donc Mathieu Amalric. Comme ça en même temps vous pouvez commencer à réfléchir aussi. Frances McDormand, Bill Murray, Léa Seydoux, Ben Stiller, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Angelica Houston, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Jason Schwartzman, Saoirse Ronan, Jeff Goldblum, Benicio del Toro, Luke Wilson, Willem Dafoe et Bob Balaban. J'en ai quelques-uns. J'ai Moi aussi, j'en ai quelques-unes Zara, des fausses tu réponses. commences et tu mets une coche en face et je te dirai si la réponse est bonne ou pas. Oh là là, mais en fait, faut réfléchir longtemps parce que déjà, faut que je me rappelle. Non. Prends les faciles. Oui. Ouais, prends les déjà, faciles. il y a lui. Et c'est qui lui du coup? Elle a le droit de le dire ou pas? Elle a le droit de le dire, justement, il faut qu'elle le C'est dise. qui que Alors. J'ai mis le frère de Owen Wilson. Luke Wilson. Luke Il a joué Wilson. dans plusieurs films ou il a joué que dans un. Eh ben, Luke Wilson, je vous donne la réponse en même temps. Je me change de liste. Il y a Bottle Rocket là. Oui. Luke Wilson a joué dans Bottle- 3 films. Oui. Du coup, c'est Bottle Rocket, La famille Tenenbaum. Et alors le troisième, j'avoue je l'ai pas. C'est pas à Rochemort? Non, bon. Alors, j'avoue que j'ai pas les réponses ici. Ah. Si, je peux les avoir. Attendez, je vais me mettre sur la page Wikipédia de De Wes souvenirs, Anderson. Qu'est-ce que c'est que ce travail? J'ai mis les noms de films mais j'ai pas mis les films, j'avoue. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Mais peut-être que vous pouvez pendant ce temps-là. Attends, vas-y, avancer. je le fais. Mm. Est-ce que je peux dire quelle est la mauvaise réponse ou pas? Non, il faut dire les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Ok, vas-y. D'accord, très bien. Euh, On élimine les faciles Attends, en non, premier. juste. Est-ce que quand t'as dit casting vocal, est-ce que t'as pris en compte la VF ou pas? Non. Ah, parce que du coup. Ah, ok. Ouh, j'ai failli donner une réponse du coup. Oui. Attends, si, oui. Ça va être très long par contre.
Ouais, ça va être pas mal long. Ok, du coup, j'ai choisi Mathieu Almaric. Parce que de souvenir, il joue dans The Grand Budapest Hotel et dans The France Dispatch. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que Asteroid City fait partie des films. Hein. Il n'est pas encore sorti, mais ok, il fait mais il est pas du dans... coup, Mathieu Almaric, il joue dans beaucoup plus de films que ce que tu viens de dire. Oh. Il joue dans Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel, Non, L'île aux justement, chiens. Fantastic Mr. Fox, c'est la VF. Oui, bah alors du coup, la VF est prise en compte. Ah hein. bah, c'est dans dans le L'île casting, aux chiens. il fait partie du casting. Ouais, Donc Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel, L'île aux chiens, The Friends Dispatch, donc il y a 4 films. Et bah tu vois, mais justement, s'il y avait pris L'île aux chiens... Quoi Asteroid City, oui. Et du coup, mais du coup, oui, Luke Wilson, je vais vous dire, il joue dans les 3 premiers, donc Bottle Rocket, Rushmore et La Famille Tenenbaum. J'avais oublié Rushmore, mais Rushmore, il doit avoir un petit rôle parce que je me rappelle plus du tout. Ouais, je me rappelle plus, mais tiens, effectivement. Mathieu Almaric, bah sinon, oui, Pourquoi sinon j'ai pas regardé la bande-annonce d'Asteroid City jusqu'au bout? Alors, bon, je vais laisser les faciles. Je vais prendre. Alors, je réfléchis. Il veut pas. Ok. Moi, je vais. Hop. Allez, du coup, je vais donner ma réponse et je vais dire Angelica Houston. Évidemment, elle a joué dans 5 films. Alors, je vais vous dire les 5, mais c'est pareil. La vie aquatique et La Famille Tenenbaum, déjà. Ouais. Elle a fait les premiers films, surtout, je crois. Alors, elle a fait La Famille Tenenbaum, La vie aquatique, à bord du Darjeeling Limited, puisqu'elle joue la mer. Effectivement. Ouais. Et elle a joué aussi dans L'île aux chiens et The French Dispatch. Mais je pense qu'elle doit avoir un petit rôle. Parce oui, que oui, effectivement. Mais je crois qu'elle est celle qui fait la voix off. Ah, peut-être. Il me semble. Peut-être. J'avoue que j'ai pas forcément regardé quel rôle ils avaient joué. Ouais. Là où ce que ça aurait été vraiment corsé, c'est pour ceux qui ont joué dans plus de 2 films. Parce que tu vois là. Bah c'est à partir de 2 films. Hein. Attends, non mais je veux dire à partir de 3 films. Ah oui, bah là ça aurait été plus corsé. Mais parce que du coup, il te suffit d'avoir 2 films pour dire ah bah oui bah c'est bon alors. Alors que 3 films, faut vraiment que tu ailles chercher plus loin. Puis je voulais faire un truc pas trop compliqué parce que j'avais demandé à Zara juste avant, elle m'avait dit qu'elle avait pas forcément vu beaucoup des films, donc j'ai simplifié le jeu. Vas-y, balance. Vas-y, dis. C'est Ben Stiller, mais c'est qu'un seul film. C'est La Famille Tenenbaum et je crois qu'il a pas joué dans les autres. Il a joué effectivement que dans un seul film. Bah allez, vas-y. J'aurais essayé. Ça en fait un en moins, donc ça fait une bombe. Ah. Aïe. Et on pète à combien, à 5 5 bombes maximum, ouais. Ça fait beaucoup. Bon, lui, je pense que tu l'auras pas. Du coup, je le note. Lui, je sais que c'est la bonne réponse. C'est Jason Schwartzman qui a joué dans, allez, je dirais comme ça, de tête 7 films. Ouais, 7 films. Oh, let's go 7 films, alors je voulais dire, mais là c'est pareil, il est quasiment dans tous les films, c'est un de ses acteurs fétiches, donc... Bah ouais, mais ça ne ses potes aussi. Bah, il a joué dès son deuxième, à savoir Rushmore, donc... Alors... Rushmore, dont il tient le rôle principal. Tac. Il joue pas dans la famille Tenenbaum. Bah attends, tu sais quoi, je vais essayer. Dans The Grand Budapest Hotel, c'est lui qui accueille Jude Law, et je crois que j'ai le droit de le dire parce qu'il est pas dans la liste. C'est lui qui l'accueille au tout début. Il joue du coup, donc là j'ai 2 films. Il joue pas dans La Famille Tenenbaum, il joue pas dans La Vie aquatique, il joue à bord de The Darjeeling Limited. Ouais, il fait un des frères. Fantastic Mr. Fox, probablement L'île aux chiens. The France Dispatch, si, avec une grosse barbe, et là récemment dans Android City. Ouais, et il joue aussi, t'as oublié, mais il joue aussi dans Moonrise Kingdom. Ah putain, j'oublie ce film. Ah, et il joue dans Asteroid City, donc ça fait bien 7 en tout. Ah, ok, ouais. David. Allez, je vais me mouiller un petit peu. Je vais donner le nom de Saoirse Ronan. Je vois pas qui. Donc, elle a joué dans French Dispatch, c'est sûr. Je crois qu'elle a joué dans le Grand Budapest, me semble-t-il aussi. Alors, c'est une bonne réponse déjà. Elle a effectivement joué dans 2 films et elle a joué du coup, effectivement, dans The Grand Budapest Hotel, vu que c'est un des rôles principaux du film. Et elle a joué également dans The French Dispatch. Ouais. C'est celle qui joue dans Lady Bird. En fait, c'est très dur parce qu'il y a des noms, je sais qu'ils sont dedans, mais alors savoir s'ils sont plusieurs fois. Il y en a un dont on a parlé. Qui est très très simple. Il y en a un dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Qu'on te laisse vraiment. C'est dans quasiment tous les films. Techniquement, il y en a 2. Il y en a 2 qui sont vraiment quasiment dans tous ces films. Il y en a un, c'est genre sans gars sûr. Après, dans ceux qui restent, il y en a vraiment un surtout qui est dans tous ces films. Les autres, moins quand même. Oh là là, parce qu'en plus, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai lu tout à l'heure. Parce que j'ai révisé. Mais j'ai envie de te donner des indices, mais bon, Marc va dire que c'est pas. Non, faut pas que je je fais exprès de pas vous regarder en plus.
Mais de toute façon, si on va perdre, ce sera ma faute. Je suis au courant, donc autant essayer de jouer la mémoire. Il y en a où j'hésite. Vraiment, il y en a où j'essaie de mettre un peu plus compliqué. Il y en a où je suis pas sûr non plus. Il y en a deux en particulier que je sais qu'ils sont dans un film, ça c'est sûr, mais je sais pas s'ils reviennent. Je crois que j'ai dit de la merde. Vas-y. Allez. Bill Murray. Bah oui, Bill Murray, il est dans tous ces films. C'était celui-là, voilà. C'est son acteur principal où il a fait 9 films. Combien 9 films. Moi j'aurais dit 10, tu vois. Donc, en fait, il est dans tous sauf, attends, je sais plus dans lequel il est pas. On va plutôt faire l'inverse, on va dire dans celui où il est pas. Il est pas dans le premier. Ouais, il dans est Bottle Rocket et il n'est pas dans le dernier, Asteroid City. Oui, il est remplacé par Tom Hanks. Vous êtes sûr qu'il y est pas? Oui, je crois qu'il n'est pas annoncé. Il est pas annoncé sur l'affiche du film, donc après il fera peut-être un caméo, je sais pas, mais en tout cas, je fais la réflexion parce qu'il y a l'arrivée de Tom Hanks, du coup, je pense que c'est pour pallier au fait qu'il soit pas là, donc. Ok. Bravo Zara. Yes. Merci. Le travail à payer. Allez, un facile. Jeff Goldblum, qui est du coup dans La Vie aquatique, qui est dans Moonrise Kingdom. Non, il est pas dans Moonrise Kingdom. Il est dans La Vie aquatique, The Grand Budapest Hotel et L'île aux chiens. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, ces trois, c'est sûr. Il est dans 4 films. Il est dans La Vie aquatique, bon, ça, effectivement. Il est dans The Grand Budapest Hotel. Ouais. J'ai perdu la ligne. Il est également. Non, il est dans Asteroid City, mais ils ont dit 4, je sais pas le 4ème, parce qu'il y a que 3 croix dans la ligne. Ok, let's go. Donc, en tout cas, il a fait en tout cas plusieurs films. L'île aux chiens. Il y est dans L'île aux chiens en tant que... il est pas annoncé là dans, autant pour moi. dans le casting, donc je sais pas s'il y est. Je suis en train de me concentrer très très fort sur le peu d'images que j'ai des films. Disons qu'il y en a un deuxième, tu peux l'avoir. Franchement, tu peux l'avoir. On en a parlé tout à l'heure. Je vais quand même redonner les noms qui restent. Il reste donc Frances McDormand. Il va donner des indices avec son intonation. Non. Non, je sais, je peux déjà mettre la croix sur celui que je dirais. Ok. Non, sinon, donc il reste Frances McDormand, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Benicio del Toro, Willem Dafoe et Bob Balaban. Et tu as choisi? J'ai choisi Willem Dafoe. Ouais, c'est celui que je voulais me prendre, voilà. Qui est dans La Vie aquatique. Exactement. Les Grand Budapest Hotel. Oui, dans French Dispatch aussi. Et je crois qu'il est dans son prochain. Il est dans The French Dispatch? Oui, on le voit, c'est un caméo quand il est en prison. Oh là, je l'avais complètement oublié. Et il doit faire une voix dans L'île aux chiens, je pense. Il était dans mon... Il était dans ma... dans mes cibles aussi. Là, non, t'en as un. Alors, il est dans Fantastic Mr. Fox, La Vie aquatique, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch et Asteroid City. 5 films, du coup, pour Willem Dafoe, qui est effectivement un acteur récurrent de... Et aussi, probablement... Celui que l'on appelle la tortue américaine. Ah, je savais pas. Et qui est probablement mon acteur... Absolument pas. Mais qui est probablement mon acteur préféré. 3, 4... Vraiment, ah oui, il n'y a pas un film où quand je le vois je suis triste de le voir. Même tu vois dans les films moyens et tout, je suis trop content de le voir. C'est vraiment un acteur que... il y en a comme ça des fois. Des fois ils sont dans des mauvais films mais ils sont quand même bons. Mais il reste encore un de facile, Zara. Après, je pense que il a 3 noms qui un peu plus compliqués. Il a une sympathie. Enfin, j'ai une sympathie envers lui qui est immense. Même quand il joue le bouffon vert, j'ai de la sympathie pour lui. Mais tu vois, voilà. Mais je veux dire, tant que Zara réfléchit, petit moment conseil, Mississippi Burning. Et j'ai toujours pas vu. Il est incroyable ce film, je l'adore. Merci. Il faut que je le voie. Et allez, c'est aussi parce que c'est mon Jésus préféré. Alors c'est pas mon film sur Jésus qui est préféré, mais entièrement d'accord. La dernière tentation du Christ, il a pris William Dafoe pour interpréter Jésus, et c'est impressionnant à quel point le rôle lui va bien. Ouais. C'est fou. Il arrive à en faire quelque chose, à justement. T'as décidé ou pas encore? L'approprier. Non, mais là, de toute façon, je vais y aller au feeling. Allez, vas-y. J'hésite entre deux. Vas-y. De toute façon, là. Oui, de toute façon, c'est pas grave. Allez, j'ai mis Adrien Brody, mais je crois qu'il fait que dans un film. Adrien Brody, c'est dans Budapest Hotel, et j'ai pas souvenir qu'il joue dans. Il joue un des frères dans Jarling Limited. Mais oui, je suis con, bien sûr. Ouais. Voilà. Et même il joue en fait dans 5 films. Adrien Brody, c'est un acteur récurrent. Il joue à bord du Darjeeling Limited, évidemment. Du coup, il fait un des 3 frères. Il joue dans Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch, et il sera dans le prochain Asteroid City. Trop bien. Yes. Allez. Encore bravo, Zara. Il vous en reste 4 je voyais très bien sa tête dans Grand Budapest. Je savais qu'il était dedans, mais alors le reste, j'étais en mode peut-être. Une chance sur 2 maintenant.
Là c'est sur le casting VF, c'est le casting vocal que tu vas m'avoir. Bah là c'est là où là on arrive sur... j'ai mis quelques des pièges, oui et non, mais j'ai mis des noms un peu moins, et encore j'ai pas mis les plus difficiles parce qu'il y en a bien franchement. Là dans Asteroid City il y en a que j'hésite. Bon, allez, je vais partir sur elle en fait. Depuis le début j'hésite et je me dis voilà, j'ai mis Léa Seydoux parce que je sais qu'elle est dans The Grand Budapest Hotel et elle doit probablement être dans la VF de L'île aux chiens. Elle est dans French Dispatch aussi. Elle est surtout dans The French Dispatch. Oui, c'est elle. Oh mais oui, c'est vrai. Oh là, elle joue un des rôles principaux. Elle joue dans The Grand Budapest Hotel, L'île aux chiens et The French Dispatch. Ouais. Et Léa Seydoux qui a une super carrière, honnêtement. Qui a une super carrière. Ah, je crois que t'étais en mode. Non, j'ai pas entendu. j'ai pas du tout entendu. Il est pas mal ce jeu en vrai. Il aurait été sympa pour la spéciale Anderson. Ouais, parce que j'aimerais bien faire une spéciale Anderson dans le jeu. J'avais hésité à le garder. En fait, j'avais pas d'autres idées de thème, donc. Sinon, tu fais ça avec son équipe technique, encore plus compliqué. Ouais, il y en a qui, c'est plus difficile, mais on pourra faire autre chose. T'as Yeoman, son chef-op. On pourra faire autre chose. Oui, David. Bon, du coup, pour ma part, j'ai choisi Timothée Chalamet, qui, pour sûr, est dans French Dispatch et dans son prochain. Ah, c'est sûr ? C'est sûr. J'hésitais. Donc, après, j'avais un doute pour Grand Budapest. Mais il me semble, et peut-être dans L'île aux chiens, il fait une voix, donc... Non, dans L'île aux chiens, il fait pas de voix, alors, je suis quasiment sûr. sûr. Je n'ai pas Timothée Chalamet dans les réponses, et je suis pas sûr que c'est son prochain, en tout cas, il est pas annoncé, en tout cas... c'était la bombe. Et pourtant, je l'ai vu sur la page Wikipédia, je l'ai vu sur l'affiche. Il n'y est pas. Il me semble. Je vais regarder la distribution. Moi, j'allais mettre Timothée Chalamet après, parce que j'étais en mode, il est dans French Dispatch, et il me semble l'avoir vu dans Asteroid City. Je suis désolé, on est obligé de le considérer comme une bombe, sinon ça fait qu'il y a une bombe en moins. Non, mais surtout, je regarde le casting du film là sur Wikipédia, et il n'y est pas, et donc je suis pas sûr qu'il y soit. Est-ce que tu peux regarder sur l'affiche juste d'Asteroid City? Bah là je suis sur la fiche d'Asteroid City de Wikipédia et il y a pas mais sinon tu vas sur le truc de Timothée Chalamet peut-être. Allez, on est tous en train de regarder Timothée Chalamet. Moi tu sais quoi, on peut l'appeler sinon. Donc là en tout cas moi je ne l'ai pas, donc c'est considéré en tout cas filmographie et je confirme il n'y est pas. Il y est pas, il est à tourner Dune 2 et Wonka, mais il y est pas dans le prochain Asteroid City. Je suis désolé. David, je suis désolé. Quelle déception. C'est pour ça. Moi j'ai hésité parce que je le voyais pas. Moi je suis ravie de pas être la seule qui donne des mauvaises réponses en tout cas. Mais moi je n'ai pas donné de mauvaise. Et il faut pas parce que c'est mon réalisateur préféré, donc faut que. Donc David, oui, au cas où il écoute l'émission, pour toi. Il écoute les Français. Mais bon, il reste encore 3 bombes. Donc il reste 3 bombes. Il reste 3 bonnes réponses et 3 bombes. On est encore sur du 50-50. Aïe. Lazara, tu arrives sur quelque chose. Il y en a vraiment un. Il en reste un qui est vraiment. Mais je sais pas lequel tu parles parce que franchement, non, il y en a un. Je suis désolé. Il y en a deux. C'est son gars sûr. Il y en a deux qui me font de l'œil. C'est son meilleur pote. Est-ce que je peux lui donner des indices? Non, ta gueule. De toute façon, j'accepte pas les indices. Même si je suis moins calée. Moi, je suis fair play, même parce que si je connais pas, c'est t'as raison, tu fais bien. Zara s'énerve, attention. Elle préfère perdre que d'avoir des indices. Exactement. Et je sens que c'est de la merde. Je vais mettre Harvey Keitel. Ouais. C'est perdu. Je vois pas dans c'est le mot qui me. C'est le seul qui. C'était ça ou. C'est une bonne réponse. Oh, il joue dans quoi? Il joue, alors je vais vous le dire immédiatement. Dans son prochain. Je l'ai pas du tout. Ah, moi non plus, j'aurais pas je sais qu'il a joué dans un film. Le nom me parlait, je me suis dit, je sais, Harvey Keitel. Harvey Keitel qu'on retrouve dans la dernière tentation du Christ. Hein. Il me fait de l'œil. Depuis le début dans la liste, il me fait de l'œil, mais c'est pas un nom avec lequel j'étais assez familier pour le dire en premier. Je recherche la liste. Alors, il joue dans Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel. Je vois pas son visage dans les deux. Dans Moonrise Kingdom, si, je crois que si, mais dans The Grand Budapest Hotel. Oui, effectivement. Maintenant que tu le dis, ouais. J'espère que vous êtes impressionné. Oui, impressionné. Donc il reste 2 bons et 3 mauvais. Ah, mais il n'y a pas Owen Wilson. Mais oui, c'est pour ça. Il y a son frère, c'est tout. Je l'ai pas mis parce que ça faisait trop de facilité. Oui, voilà, je me dis, mais c'est pour ça. Merci. J'avais mis simple parce que je savais que. Je crois qu'il avait mis les deux. Non, tout à l'heure, je t'ai parlé des frères Wilson et donc voilà. C'est le premier que j'ai coché, c'est Luke Wilson. Je vais aller à l'instinct. Je vais mettre Benicio del Toro parce qu'il me semble qu'il joue dans The French Dispatch et il me semble qu'il fait une voix dans L'île aux chiens. Tu disais juste avant que tu n'avais pas le droit à l'erreur, Robin. Oh non! Allez! Tu viens de faire une erreur parce qu'il ne joue que dans The French Dispatch. Non, c'est parce qu'en fait, Wes Anderson, il m'a appelé récemment, il m'a dit que pour son prochain. Du coup, Benicio del Toro, c'est une mauvaise réponse. J'ai vu sur Twitter, j'ai des sources, t'inquiète.
Oh non. Il vous reste donc 2 bonnes réponses et 2 bons, on est toujours tous 50-50. Et Est-ce on que a vous allez tous donné gagner une mauvaise réponse ici. Oui, bravo. Et bravo à Eh nous. oui. Et c'est pour l'esprit Belle cohésion, belle C'est pour cohésion l'esprit d'équipe. d'équipe que j'ai Oui. fait ça. Oui, tout à fait ça. Les gars, ils se défendent dans les deux cas. Non, du coup, C'est moi qui joue en dernière, du coup. Bah non. si là s'il il donne une mauvaise tu réponse, peux faire perdre l'équipe. Non, je pense, Non, moi, les j'ai amis, confiance en David. pouvoir nous sauver. Pardon, Je excuse-moi. pense être le sauveur. Ah oui, d'accord. Quel Non, homme je- blanc, Faut David. Non, je pense au moins. Tu es si blanc. Non, je vais quand même cocher le nom qui me semble correct, à savoir celui de Frances McDormand, Je la vois dans Moonrise Kingdom. et qui est dans French Dispatch, et qui est Oh aussi oui dans Moon. Et C'est qui la est- crush de Timothée Chalamet. Oui. Et voilà, pour moi, elle en a fait au moins 2. Qui est dans The Friend Dispatch et Moonrise Kingdom et L'île aux chiens. Il est le chien. Ouais, je suis trop contente parce que c'est des noms que j'avais repérés. Voilà. Ok, let's go. Et Ah donc, ouais. maintenant, il nous en reste que 3. Une bonne réponse et 2 mauvaises. Voilà, Ah, à oui, savoir oui. les noms de Ralph Fiennes, de Bob Balaban et de. Bruce Willis. Ah bon? Non. Ah, il y est Il a pas. pas écrit ça. Ah, il y est pas. Il y est pas. Eh ben, on va le rajouter. Ah bah tu peux le rajouter. Ok, Oh, bah, mais c'est- c'est bon, j'ai la réponse. Ou pas? ok, oui, non, il n'y avait pas Bruce Willis, effectivement. En fait, j'ai vu que j'avais rajouté des infos qui devaient pas y être en fait. Je me confonds sur les lignes du coup. D'accord, bon, et ben, Non, alors là, je pense que- là c'est dur. c'est pas grave. Je pense que Robin là. Vraiment, c'est très. Je déteste, genre tout le monde me regarde Si. comme ça. Poum, poum. Il reste une bonne réponse, c'est ça? Une bonne réponse. Une bonne réponse, c'est bonne deux réponse. mauvaises. Poum, poum. Bon, de toute façon, si j'ai un mauvais point, c'est Robin qui va l'avoir. C'est ça. J'ai envie de mettre Bob. Mais c'est Moi pas aussi, ça. j'aurais été tenté par lui parce que vu que je le connais pas, je crois qu'il a fait exprès. Bob Balaban. Je vois pas qui c'est, du coup, t'as fait exprès, c'est Bob ça? Balaban, qui est un acteur récurrent, et donc c'est une victoire. Il a joué dans 4 films. Attends, c'est qui? Et Attends. alors en fait, moi je le connaissais pas, et en fait c'est quand je vais vous dire qui c'est, vous allez vous rappeler évidemment parce que dans Moonrise Kingdom c'est le narrateur. Ah oui, Et j'ai- du coup il a joué aussi dans The Grand Budapest Hotel, L'île aux chiens et The Friends Dispatch. Je pense que c'est des petits rôles à chaque fois, mais il est dans Ouais. effectivement Parce que tous les Bruce films. Willis, c'est que dans Tous les Moonrise derniers Kingdom, Ouais. et Ralph Fiennes, c'est que dans. The Budapest En Hotel. fait, ce qui me mettait Ouais. le doute, c'est parce que je le voyais pas dans les autres films live, mais il aurait pu être dans le casting Sachez que je vocal. fais une danse de la joie depuis tout à l'heure derrière. Oh je là suis là. très fière de moi. Bravo. Et Marc, jeu de fou. Honnêtement, Oui. jeu de fou, j'ai adoré. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un jeu tous mes jeux, je les ai un peu poncés, un peu volés à la chaîne de l'équipe, sur leur émission, l'équipe du soir et l'équipe de Greg. Mais Ah. effectivement, je trouve qu'ils ont des très bons jeux et je trouve que ça s'adapte très bien, en tout cas en format Ouais. podcast et en Mais format cinéma. Donc, Mais t'as pas honte de voler des jeux? Bon allez, le prochain, question Surtout pour un l'équipe désastreux. dit-il. Avant de passer au second jeu, du coup, question pour un désastreux, qui lui, bon, a évidemment été volé aussi, on va faire une petite. David va nous parler un petit peu de ses vacances, parce que c'était des vacances à LA, mais il y a un rapport un petit peu avec le cinéma dans tes vacances, mon cher David. un petit peu, mon cher Robin, Oh, effectivement. dis donc, Est-ce qu'on peut j'en déjà rencontre considérer que ce sont des vacances? Oh, parce que monsieur a Ah. travaillé. Tu Monsieur n'es pas le seul à avoir travaillé ce week-end. Monsieur a aussi, beaucoup j'ai travaillé. travaillé. Le gars qui, Ok, mec. le gars au chômage. Non, Non. mais vas-y. Non, mais effectivement, je suis allé là-bas donc avec mon crew, comme on dit dans le milieu. Ah oui, c'est Oh vrai qu'on là dit là. ça dans le milieu. Parce que nous avions remporté il y a quelques mois de ça le prix du meilleur film et du meilleur scénario aux 48 heures de Toutes nos Montpellier. félicitations. Et nous étions allés à Paris où nous avions remporté un prix qui était le prix du meilleur accessoire, mais c'était secondaire. Mais c'était voilà, ça nous a surtout permis de pouvoir présenter et défendre notre film lors de la finale internationale qui était donc à Los Angeles. LA. LA. Et donc, bon, spoil, nous n'avons rien eu là-bas. Nous avons été nominés dans 2 catégories, mais en tout cas, le film a été très apprécié, donc ça, c'est très très chouette. L'équivalent des Banshees, hein, ce que tu es en train d'écrire. Oui, sauf que Les Banshees, c'est un vrai bon film. On a toujours pas vu. Je on n'ai a- pas vu le court-métrage de Ça David, se passe à la c'était plage pas la aussi. blague. Oui, ça se passe à la plage. Il n'y a pas Colin Farrell. Mais écoute, C'est honteux. Il faut qu'on le regarde, on a le lien, on n'a aucune excuse. Hein. Ouais, on n'avait c'est vrai. aucune excuse. Mais non, effectivement, en tout cas, voilà, de très belles rencontres. Vraiment, bon, après Los Angeles, la ville en elle-même, c'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de quartiers, il y a des très riches, des très pauvres. Je comprends pas comment les États-Unis sont foutus pour ça. C'est très Prends compliqué. ça dans ta gueule, Joe Non, Biden. Non, mais vraiment, c'est très particulier. Après, effectivement, bon, on était vraiment dans une bulle pendant 2 semaines, ça c'est chouette. Et puis, sans rentrer non plus dans du spoil, nous avons tourné un court-métrage là-bas, Et oui, tu l'as pas mal teasé, hein. que j'ai pas mal teasé, qui est donc en phase de post-production, qui devrait être d'une durée d'à peu près entre 20 à 25 minutes. Ah oui, quand même, pas mal. Ouais. Effectivement, pas des vacances, hein.
Donc voilà, dont je suis très curieux de voir le résultat parce que ce n'est pas moi qui fais le montage. Donc coucou à mon ami monteur et co-réalisateur Elon. Titre à ce court métrage, comme tu peux teaser déjà. Je peux teaser le titre. Avis des astres à LA. On en a première ici, attention, le titre du court métrage, David. Est-ce que je bip ou pas? Non, tu peux le laisser. Tu peux le laisser, c'est donc une exclue mondiale pour la première du prochain titre qui se déroule à LA. Il s'agit de Montrose. Alors, attention. Attention. Non. Je vais le faire avec l'accent. Montrose Avenue. Voilà. Est-ce que c'est l'équivalent de Mulholland Drive du coup? C'est une route, effectivement, c'est une rue. Donc on peut dire que c'est l'équivalent. L'équivalent de Sunset Boulevard. Oui, exactement. Oh là là, je suis extrêmement cinéphile. J'aurais pu l'appeler Sunset Boulevard le retour, Sunset Boulevard 2. Mais quand même, non, je me suis dit on va trouver autre chose. Je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est un film qui est tourné entièrement à Los Angeles. On a déjà de grosses exclus, donc ça c'est cool. Voilà, vous avez le titre. Et effectivement, voilà, donc ça a été tourné sur cette période-là et très hâte de vous le montrer. La première fois que vous l'avez entendu, c'était ici, sur Avis désastreux. Allez, il nous reste 1 à 2 minutes. T'as aussi fait des visites de lieux de tournage. Est-ce que tu peux... J'ai vu son Insta, ça me... Est-ce que tu peux parler de 2-3 lieux que t'as visités? Alors, déjà, avant de parler des lieux, je peux vous parler des studios que j'ai visités. Oui, c'est vrai. Et oui, j'ai visité donc les studios Paramount, Warner et Universal. Universal où a été tourné Sunset Boulevard. Non mais en fait, 3 bouts différents. C'est vrai que pour le coup, j'ai commencé en premier par Paramount. Donc c'est assez confidentiel en fait. C'est-à-dire que le mec nous balance beaucoup d'anecdotes. Il nous racontait qu'il y avait la scène d'amour dans Top Gun en fait qui avait été tournée en plein milieu du montage parce que en fait ils avaient oublié de tourner cette scène-là. Ils ont tourné derrière des poubelles en fait, derrière un bâtiment dégueulasse. On allait le voir. Et effectivement c'est ça. Enfin beaucoup d'anecdotes comme ça où notamment le film. Ils nous ont montré des poubelles. Titanic de James Cameron qui aurait dû être tourné donc dans les studios Paramount parce que si tu veux là-bas ils ont un parking couvert de peinture bleue. Sauf qu'en fait et c'est l'eau du coup. Voilà, mais du coup le bassin n'est pas assez grand et notamment les 10 commandements des CCB 2000 qui est aussi dans avait été tourné là-bas. Ils nous avaient expliqué pour les effets spéciaux qu'ils avaient fait comment ils avaient fait image par image. Enfin vraiment c'était dingue. J'ai porté un Oscar là-bas. Du coup je peux vous dire que c'est lourd. Donc c'était l'Oscar des meilleurs effets visuels. Le premier on espère pas le dernier. C'est ça. Et donc ça pèse à peu près 2,5 kg du coup. Mais c'est pas le premier que tu porteras, David. Bah si, c'est le premier. Non, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas le dernier, David. C'est exactement ce que j'ai dit. J'espère bien. Oui, bah j'aime bien répéter tes blagues parce que. Non seulement tu copies l'équipe, mais aussi tu me copies. Moi j'en compte minimum un par doigt, donc il m'en faut 5. Sinon ça va pas. Faut que ma main soit lourde. Non, sinon, donc Paramount c'était très chouette. Après on a fait les studios Warner. Bon, on s'est tapé un temps de merde un peu. Mais les visites des studios étaient un peu plus expéditives. Ça nous a permis de voir un peu des lieux où étaient tournés Friends et tout. Après, par contre, il y avait des petits ateliers, notamment de doublage, d'effets spéciaux, tout, c'était vraiment chouette. Voilà. Et puis donc Universal, plutôt tourné parc d'attractions, très très chouette, et le côté studio tour était vraiment très très bien aussi. Mais pour ce qui est des lieux de tournage, effectivement, on allait un peu se balader en centre-ville, un peu à l'extérieur. On a notamment vu les lieux de tournage d'un de mes films préférés qui est Under the Silver Lake. On s'est amusé à reproduire certaines scènes de films. Je sais pas si ça sera posté ou pas, mais en tout cas on s'est amusé à le faire. On est allé à Eco Park, on est allé du coup autour du Silver Lake justement. On est allé à plein d'endroits, vraiment c'était vraiment très très chouette. Pour la petite anecdote, t'as failli mourir à Mulholland Drive aussi. Oui, cette anecdote, oui effectivement. Donc bon, désolé, c'est un spoil, mais j'en dirai pas plus. On a tourné le premier plan de notre film se passe à Mulholland Drive, et en fait il était de nuit, et quand on a tourné en fait il y avait de la brume. Et il s'avère qu'en fait, un mec nous avait pas vu sur le bord de la route. Et en fait, les gars roulent à fond sur Mulholland Drive. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de barrière sur le côté. Et si jamais tu prends mal un virage, tu te fous en l'air et tu crèves. Voilà, vraiment, littéralement. Sauf qu'en fait, Mulholland Drive, genre, c'est à 200 mètres en hauteur, tu vois. Et donc, le mec, en fait, il nous a pas vu au dernier moment. Il a donné un coup de volant. J'ai cru qu'il allait. Nous, on était à l'arrêt. Il lui roulait à genre à 70 km/h, tu vois. Et au dernier moment, il donne un coup de volant. Je me suis tapé une peur. Et en fait, le mec a commencé à sortir de la route. Il s'est arrêté au dernier moment sur le bord de la montagne. Le mec a failli mourir devant nos yeux. Et non, ça s'est passé en 3 secondes, quoi. Mais et vous l'avez en rush, ça? Non, ça. Je peux oublier ça, pardon, vas-y, je te laisse le mec opportuniste jusqu'au bout. On dirait le film avec Jake Gyllenhaal, là, tu sais, où il est journaliste. Michael. Et où il fait exprès de faire les accidents et tout. Attends, en vrai, premier degré, c'est un petit peu le thème de mon court-métrage, ce que je viens de faire, donc... Ah, ouais, non, mais de toute façon, enfin, quand tu vois le film de Lynch, Mulholland Drive, qui commence par un accident, en fait, tu te dis, mais c'est la réalité, en fait. Globalement, à chaque fois que j'ai vu des trucs dans les films, je me suis dit, ouais, non, c'est du cliché. En fait, tu vas là-bas, non, c'est pas du cliché, c'est la réalité.
réalité, c'est leur réalité. Réel. Donc, non, et puis après, on s'est baladé un petit peu dans certaines villes, on a pu voir les lieux de tournage du premier Halloween, notamment. Et que vous avez reproduit des scènes, vous avez buté On a- des gens. Ouais, exactement, j'ai eu en masque, je suis allé de maison en maison avec mon couteau. Mais c'est marrant parce qu'en fait, Le FBI nous écoute à l'heure actuelle, sache-le. ce qui est marrant, c'est la haie en fait où on voit Michael Myers pour la première fois dans le film. En fait, je m'y suis mis. En fait, il y a un gros tas de terre où il y a plus de pelouse. Tant les gens en fait viennent dessus. Et c'est très marrant du coup. Non, mais du coup, on est allé là. On est allé au Rialto, donc qui est un des derniers cinémas à salle unique de la Californie. 1200 places du coup. On n'a pas pu rentrer dedans parce que malheureusement, il ne passait pas de film à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est un salle magnifique là où ils avaient tourné donc La La Land, l'ouverture de Scream 2 notamment. On est passé dans des rues. En fait, le truc là, c'est que tu te balades dans des rues, tu te dis putain, mais ça, ils ont. Tiens, c'est la maison de Pee-wee. Tiens, et si c'est pas ici, mais ils ont tourné autour le futur. Et c'est hallucinant. Chaque rue, en fait, c'est un lieu de tournage. Vraiment, je trouve que chaque lieu est cinématographique, et ça, c'est assez ouf. Aussi, voilà, l'observatoire Griffith. Bon, pour le coup, on est allé au coucher de soleil, donc beaucoup de monde, mais je trouve ça hallucinant. Et derrière les studios Paramount, il y a un cimetière qui est donc c'est le Forever Cemetery qui s'appelle. En fait, plein de stars sont enterrées, dont une star française, Joe Dassin. Ok. Voilà, franco-américaine du coup. c'est un cimetière principalement juif en fait. Du coup, il y a beaucoup de personnalités juives. Il y a la chef-op qui est morte malheureusement il y a 2 ans, assassinée. Avec oui, Alex tuée par- Baldwin. Voilà, c'est ça. Donc qui était enterré là-bas. Il y a Burt Reynolds, il y a Joey Ramone du coup, des Ramones. Mais sinon, effectivement, ouais, donc plein de lieux hallucinants. Après, beaucoup de lieux aussi pauvres, malheureusement. Beaucoup de homeless, du coup, de SDF. Et... C'était pas marrant, mais c'est le fait qu'il dise beaucoup de homeless, ça m'a fait rire. Non, pardon. Il a plus le mot Oui. français, en fait, il est tellement Je trouve bilingue pas les mots maintenant en que- fait, excusez-moi. Non, mais c'est toi d'être parti à LA, tu vois, désolé. Excuse me. Non, mais en tout cas, c'était vraiment une expérience de dingue. Je pense qu'on a tous adoré l'expérience. Je pense pas que ce soit un lieu où je me verrais vivre, en tout cas. Parce que vraiment, trop Trop la d'Américains. mentalité, c'est vraiment dans un délire. Après, par contre, c'est vrai que ça fait du bien quand même de partir de la France et de parler une autre langue aussi quand même, s'acclimater à un autre type de culture. Bon, on a aussi très mal bouffé pendant tout ce temps-là, mais bon, ça c'était inévitable. Et on a vu un film aussi dans une salle en avant-première, je ne sais pas s'il sortira en France tant c'était mauvais, en présence des acteurs et actrices, enfin surtout acteurs. Doctor Strange 3. Non, j'aurais bien aimé. Non, c'était sur l'histoire sur le premier basketteur noir de la NBA du coup. Ah, donc t'es raciste. C'est le... Bah voilà, C'est le pitch. Les faits sont dits, Voilà, exactement. C'est dit. Non, voilà, c'est donc c'est le pitch de base, mais effectivement, c'était tourné, monté, écrit comme un tâcheron, malheureusement. Voilà, c'était très mauvais. Ok. Donc, Bon, bah, mais expérience hallucinante. Si vous avez Est-ce que l'occasion c'était d'y plus aller. mauvais que 65? Oui, je pense. Ah oui, Ouais, franchement, vraiment très mauvais. ouais. Waouh. voilà. Bah, merci beaucoup, David, de nous avoir un peu fait voyager à travers tes mots. Eh ben, avec plaisir, mon cher Robin. Eh bien, c'est désormais le temps de conclure cette émission par notre dernier jeu. Attention, nous reste encore un jeu, à savoir question pour un désastreux. Je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. La prochaine fois, je te dirai le nom du jeu avant. Ouais, bon, est-ce que je dois faire un truc Oui, on adapté va à pas chaque faire fois un jingle à chaque fois. Après, peut-être je pourrais essayer de. Le jingle, c'est juste Marc. je pourrais monter un jingle. Ah, il rigole pas du tout. Il y a pas du tout. Il y a Ouais, pas un J'en ai marre de cette blague. Bon, du coup, Jonathan Cohen, je te déteste. c'est pas techniquement lui qu'il faut Oui, détester, mais- c'est Laila oui, Bekti pour le coup. Hein. Oui, mais c'est lui qui est dans l'histoire. Ouais, exactement. Bref, question pour un désastreux, c'est je vais tenter de vous faire deviner un acteur, une actrice, un réalisateur, une réalisatrice, un film, en vous passant de l'information la moins connue à l'information la plus connue. Effectivement, le retour du champignon de Mario. Voilà, exactement. C'est dans l'actualité, on C'est- juste avant. on est, C'est vraiment voilà, dans l'actualité. On est dans l'actualité depuis janvier. Hein, voilà. Ne regardez pas mon PC s'il vous plaît, sinon j'aurai la réponse. Évidemment, ça se joue tout seul. Voilà. Donc, si vous donnez une mauvaise réponse, en vrai, vous pouvez retenter, mais retentez pas trop vite non plus. Mais en vrai. On a une pénalité de 10 secondes, c'est ça? De toute Allez, on va façon, dire ça. même quand j'ai la réponse, je fais à peu près ce mouvement. Le mouvement d'un paresseux, parce que vous ne voyez pas, Oui. c'est vraiment le mouvement d'un paresseux Oui, qui va jusqu'au j'y buzzer. vais très doucement. Ok. Bon, allez. Alors là, l'objectif, c'est de trouver un acteur.
Né en 1986, je suis un acteur, mannequin et musicien britannique. Je débute dans le Je débute dans le mannequinat car je n'accroche pas vraiment à mes études. Ne réussissant pas non plus là, je me tourne vers la comédie sous conseil de mon père. J'obtiens mon premier rôle dans le film Vanity Fair, La foire aux Vanity de Mira Nair. Oui. Ah non. Ouais, Tom Cruise. Non. Non. C'est pas Vanilla Sky là. Oui, c'est pour ça. Mais toutes mes scènes sont coupées au montage. Durant les années 2010, je me tourne vers des productions plus indépendantes, tournant avec Cronenberg, les frères Safdie. Mads Mikkelsen. Non plus. Ah putain. 86, Non, bah alors là, je suis désolé. Là, je suis désolé, tu pourras pas rebuzzer. Tu as buzzé 2 fois dessus. Tu Tu viens de pourras dire qu'il était buzzer. né en 86. Donc, tournant avec Cronenberg, les frères Safdie ou encore James Gray. Je suis connu auprès du grand public pour mes rôles dans la saga Harry Potter, Tenet, The Batman. Bon, allez. Je vais le dire, il s'agit de Robert Pattinson. Et surtout Twilight, je suis Robert Pattinson. Putain, okay. Je pensais que vous vouliez aller la voir à un moment que Cronenberg. Mais c'était un jeune, déjà c'était un jeune. Mads Mikkelsen t'as fumé hein. J'ai pas calculé en fait l'âge. Mais voilà, bah, bravo, bien joué. Je pensais que vous alliez la voir à Frère Safdie ou James Gray, tu vois, Cronenberg, peut-être le mélange des trois, tu vois, année 2010, tout ça. Après j'ai pas vu ces dernières Cronenberg, mais effectivement oui c'est vrai qu'il a joué dans c'était quoi Cosmopolite et un autre que j'ai oublié, mais Cosmopolis. Oui Cosmopolis, j'ai dit quoi Cosmopolite, c'est la même idée. C'est le Cosmo. C'est la même idée, hein. Allez, là c'est un film. Adaptation d'un roman de fiction transgressif et d'humour noir publié en 1996, je suis probablement le film le plus culte de mon réalisateur. Lors de ma sortie, je reçois des critiques très contrastées de la part de la presse qui se déchirent à mon sujet en raison des multiples interprétations pouvant être faites et demeure l'un des films les plus controversés des années 1990. En 2007, ma réplique culte est classée par première à la 20e place de sa liste des 100 meilleures répliques du cinéma. À travers mon message anti-consumériste, je suis devenu un symbole révolutionnaire, repris notamment auprès d'un public de masculinistes. Fight Club Fight Club masculin. Je suis le film préféré de celui qui prononce cette phrase. Je suis Fight Club. Voilà. Tellement il aime ce film. Un masculiniste, je l'avais déjà consumérisme, mais un masculiniste, j'étais en mode c'est ça. Je me suis dit, si je place le mot incel, Zara la direct, donc il faut que je dise masculiniste, comme ça c'est un peu plus et tout. Yes. Voilà, non, il n'y avait pas trop d'indices en vrai. Je voulais dire culte, réalisateur, controversé. Je savais pas que c'était un roman de base. Tu savais pas que c'est de Chuck Palahniuk qui a d'ailleurs fait une BD et même je crois qu'il y a un Fight Club 3 qui existe. J'étais en mode un roman, je me suis concentrée à un roman, j'étais en mode ok. Moi j'aurais pas dit que c'est le plus culte de Fincher. Non, Seven quand même. Moi j'aurais dit Seven aussi. Non, mais attends. Vous allez sur Letterboxd, vous allez sur n'importe quel site, Fight Club est plus noté, pas forcément mieux noté, mais plus noté que n'importe quel autre des films de Fincher. Ça me pas eu plus tôt, Non, je pense, franchement, sans aucun doute, je pense que et sa réplique, la réplique culte de Fight Club, il faut pas parler du Fight Club. Je pense que voilà. Moi, je suis quasiment persuadé que c'est son film le plus culte. Je sais pas. Je pense. J'aurais plutôt dit Seven, moi. J'aurais plutôt dit Seven aussi, mais bon. Question de point de vue, mon cher Robin. Bon. Allez, en tout cas, Seven est meilleur. Seven est largement meilleur. Alors, non, j'aime beaucoup Seven. C'est un typique pour Robin. J'aime beaucoup Seven. Son meilleur, c'est The Social Network. Hein. Je serais incapable de dire celui que je préfère, moi. Comment je serais incapable de dire celui que je préfère. Eh ben, écoute, déjà, c'est pas Fake Club. Tu auras novembre pour te décider pour notre spécial Fincher. Son meilleur, c'est peut-être sa version d'Alien 3 que nous ne verrons jamais. Je n'en dirai pas plus. Alors là, nous cherchons un réalisateur. Concentrez-vous. Né en 1961, je suis un réalisateur, producteur et scénariste ni américain ni français. Je donnerai sa nationalité plus tard, sinon vous allez la voir. Je commence ma carrière cinématographique avec 3 longs métrages mélangeant horreur et comédie entre 1987 et 1992. Je reçois 3 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur en 2004, et suis par ailleurs le 3e réalisateur le plus rentable de tous les temps, mes films ayant rapporté plus de 6,5 milliards de dollars au box-office. Il s'agit de notre ami James Cameron. Non. Mais non, il est premier James Cameron. Non, c'est Spielberg. C'est Spielberg avec 10 milliards, mais James Cameron doit être pas mal. J'ai dit que ces 3 premiers longs métrages sont comédie et horreur. Ah, putain. Zara a buzzé, hein. Non, j'ai remis le buzzer. C'est en voyant Jurassic Park de Steven Spielberg qu'en tant que néo-zélandais, Peter Jackson. C'est Peter Jackson, effectivement.
Voilà. C'est en tant que néo-zélandais que j'entreprends des démarches pour adapter une œuvre de littérature anglaise jugée inadaptable sous forme d'une trilogie, racontant l'histoire d'un jeune homme affrontant divers dangers, afin de jeter un anneau magique dans la lave. Je suis Peter Jackson. Oui, effectivement, c'est vrai que pour les comédies, j'ai complètement oublié Batasse, Brain Dead et son troisième. Les Feebles. Les Feebles. Les Feebles. J'ai pas vu les Feebles. Les Feebles qui est deuxième, je crois. Deuxième, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dommage parce que du coup j'avais des questions à vous poser, mais là vu qu'on veut faire un cours, voilà, parce que généralement pour chaque truc j'avais des questions à vous poser autour des réalisateurs. Voilà, on commence à être pas mal en termes de time après. Voilà. Il nous en manque encore 3, on a fait la moitié. Du coup, est-ce que vous avez vu les premiers Oui, est-ce que juste en dehors des films des Seigneurs avant des les Anneaux, Seigneurs des Anneaux, Fantôme contre Fantôme. j'aimerais trop le voir celui avec Michael il est Fox. ouais, et c'est son dernier film en plus à Michael. Donc ok. parce qu'après il a été diagnostiqué, Parkinson, avant, mais effectivement. J'aimerais bien voir ses anciens films à Jackson, surtout Créature Céleste. Je crois que c'est celui qui je l'ai jamais vu. Parce qu'il paraît il est incroyable. Ouais. Ici, non, pas vu en dehors. Et... Jamais vu et pour le coup j'avoue que ça m'intéresse pas spécialement. je suis vraiment curieux. je t'avoue. Mais peut-être que j'ai eu l'occasion, mais c'est vrai que comme ça d'emblée ça me. Bataste a été assez curieux. Ouais, pour un premier. Ouais, ça a l'air vraiment perché, mais très chez père. Et Donc là, c'est un film. Film américo-britannique sorti en 1979. Je suis le deuxième long métrage de mon réalisateur et connaît un immense succès commercial au box-office malgré des retours critiques mitigés et remporte même les meilleurs effets spéciaux l'année suivante. L'Oscar des meilleurs effets spéciaux l'année suivante, pardon. En 2002, je suis sélectionné par la National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Te fous pas de ma gueule. Ah non, je crois que tu te marrais, pardon. Pour conservation du fait de mon intérêt culturel, historique ou esthétique important. Considéré comme l'un des représentants les plus célèbres de la science-fiction horrifique, je raconte... Il s'agit de Alien. Il s'agit d'Alien. C'est pour ça que j'ai eu un petit sourire quand t'as parlé d'Alien 3, parce que je voulais dire c'est quoi votre Alien préféré, et moi c'est le 3. Je raconte l'histoire d'un vaisseau se faisant attaquer et où chaque membre de l'équipage essaie de survivre face à une menace sortie du ventre de l'un d'entre eux. Je suis Alien. Tu disais ? Je ne savais pas que c'était aussi une production britannique. Bah si, parce que Ridley Scott est anglais. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, durant Blade Runner, ça s'est mal passé. Parce qu'il avait des méthodes anglaises et toute l'équipe était américaine. Et d'ailleurs, durant le tournage de Blade Runner, il y en a qui avaient des t-shirts je déteste Ridley Scott ou je sais pas quoi. D'ailleurs, si vous aimez Blade Runner, je vous encourage, si vous avez l'occasion de tomber dessus, de regarder le documentaire / making-of de 3h30 sur Blade Runner. C'est passionnant. Si vous aimez Blade Runner, c'est passionnant. Je regarderai, mon cher Robin. Mais je l'ai en DVD si tu veux. Je l'ai aussi. Vas-y, dans toutes les éditions possibles qu'il soit. Voilà. Ça me surprend même que tu l'aies pas encore vu. Oui, je me surprends moi-même à ne pas l'avoir vu pour un film qui est dans mon top 10 all time. Oh oui, top 10 ici également. Allez. Hop, check-moi ça. Yeah. Ça va tranquille. Bah moi c'est dans mon top 10 sieste, tu vois. Oh non, je suis pas aussi scandaleux que... La première fois j'avais pas aimé, mais je l'ai revu, j'ai vraiment kiffé la deuxième fois. Mais... Bah allez, c'est parti. Moi, donc là, pas aimé Blade Runner parce que j'avais la fin de merde. Oui, mais après on l'a vu au ciné. Je l'avais et présenté. Après, je l'ai vu avec j'ai vu la fin de merde en premier. Qu'entends-tu par la fin de merde? Non. Attention, on fera un débat, une spéciale Blade Runner, je crois. Ça serait très intéressant. Ça serait très intéressant. Non, mais j'ai aussi pris dans la fin de merde, mais c'est juste que je me souviens de... J'avais été hyper déçue par la fin. J'étais en mode ok, la voiture, très bien, on s'en fout. Et on n'ira pas sur ce sujet. Okay. Je n'irai pas sur ce sujet. La première fois que j'ai rencontré David, déjà il était torché, mais ensuite on a parlé pendant 30 à 40 minutes de Blade Runner et on s'est monté le chou parce que lui il adore la version que t'as vue en fait. Mais on ne parlera pas, on n'ira pas là-dessus. Qui est la seule version qui existe. Allez. Sinon il n'y aurait pas de 2. Le 2 ne peut pas exister avec la fin que tu aimes. Pardon. Du coup, on en fera une autre. On va passer à la nouvelle. Mais on en parlera. On en parlera, je pense. Du coup, c'est une actrice que je vais essayer de vous faire deviner. Née en 1984, je suis une chanteuse, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américano-danoise. Intéressée depuis mon plus jeune âge pour une carrière sous les projecteurs, j'ai souvent fait des spectacles de danse et de chant pour ma famille. Je débute au théâtre à l'âge de 8 ans, aux côtés de Ethan Hawke dans Sophistry. Je me fais révéler à l'âge de 14 ans grâce à ma prestation dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford. Parmi mes films les plus connus, je peux citer Match Point, Lost in Translation. Il s'agit de notre ami
et de notre tendre Scarlett Johansson. Chirurgie de Scarlett Johansson, et surtout connue par mon rôle de Natasha Romanoff alias Black Widow dans le MCU. Je suis Scarlett Johansson. J'avais j'ai eu un petit bug. Alors, tiens, c'est fou, j'ai pas rajouté Her. J'aurais dû le rajouter parce que c'est mon film préféré avec cette actrice. Alors j'ignorais complètement qu'elle était donc sa co-nationalité et qu'elle était. J'aurais plutôt dit suédoise, moi, du coup. Ouais, non, parce que danoise, pour le coup, j'aurais pas. Et là, le truc, je sais pas qu'elle était chanteuse non plus. Hein. Ouais, mais non plus. L'énorme fun fact que du coup je disais à Zara pendant que je suis en train de préparer tout à l'heure à l'émission, c'est que elle a commencé le théâtre avec Ethan Hawke et je trouve ça fou. Ouais. À 8 ans, alors ils avaient 12 ans, donc lui il avait 20. Alors je sais pas si c'était prof ou il était juste le comédien à qui elle tenait la réplique, mais je me dis putain, c'est fou quand même. Elle débute, elle est avec Ethan Hawke, c'est pas mal. Hein. Ah, mais carrément. Et qu'est-ce qu'elle avait réalisé du coup comme film? Non, c'était dans le théâtre du coup. C'était dans une pièce. J'ai qu'elle est productrice, réalisatrice, chanteuse. Quel film? Bah ça je sais pas. Ça par contre je sais pas. J'ai juste pris ce qu'elle a fait. Comment ça tu ne sais pas, Romain? Écoutez, alors non, pour celui-là je suis vraiment pas trop fier parce que là j'ai vraiment fait la dernière minute. Pas très bossé ce jeu. Non, il est pas très bossé. Je le conçois. Bon allez, poste ce téléphone. Si tu le conçois, bon bah écoute, moi je peux te dire Poste que ce téléphone. elle a réalisé un court-métrage qui s'appelle 10 Vagabond Shows en 2009. Voilà, d'une durée de 6 minutes. T'as laissé l'accent à Elé. Ah oui, donc elle est pas très réalisatrice en fait, elle a fait juste. Oui, donc elle a prévu de réaliser un film qui s'appelle Summer Cross. Moi aussi, moi aussi, je suis réalisateur du coup, c'est bon. Bah, je vais mettre dans ma bio du coup. À ce niveau-là, bon, allez, on essaie de conclure. Allez, le dernier, c'est un réalisateur que j'essaie de vous faire deviner et j'ai vraiment très hâte. J'ai failli lire le nom du réalisateur, vraiment le gars qui comprend pas Steven Spielberg. Arrête-vous de deviner. C'était le dernier en vrai. Né en 1986. Ah, les dates sont assez proches. Je suis un réalisateur et scénariste américain. À l'adolescence, je deviens obsédé par les films d'horreur que je loue au vidéoclub et commence à écrire des scénarios. À partir d'eux, je réalise plusieurs courts-métrages, dont The Strange Things About the Johnson en 2011, qui devient viral sur internet, notamment par l'étrangeté et le malaise que celui-ci provoque. Je sors en 2018 mon premier long... Non, tu garde ta main. Non, j'étais en train de réfléchir. Parce que lui, il met sa main et du coup, il empêche les autres de... J'allais buzzer. Bah, vas-y. Bah, vas-y, buzz. Ari Aster. Putain, oui, c'est ça, c'est Ari Aster, bravo. Bon, j'ai fait exprès de mettre l'étrangeté et le malaise et tout. Donc, je sors en 2018 mon premier long métrage en passant par le festival de Sundance et devenant... à ce moment-là, un succès commercial avec plus de 80 millions de dollars récoltés pour un budget de 10 millions est devenu le film le plus rentable d'A24. Je reproduis cet exploit en 2019 en sortant un film d'horreur se passant durant le solstice d'été en Suède. Je suis Ari Aster. Alors si je finis par lui, c'est parce que Ari Aster, on l'associe à un studio. Ce studio, c'est le studio... B32. Et non, malheureusement. À 12 et 25. le mec, on peut compris. Dis quoi? C'était 25. Non, toujours pas. À 12 x 2. Allez, vas-y. C'est B48 divisé par 2. Oui, tout à fait. B48 divisé par 2, c'est comme ça qu'on va le surnommer. B48 divisé par 2, ça va être le nom du prochain podcast. Oui, du coup, voilà, c'est A24. Il va sortir un prochain film à la fin du mois. Il y a un film qui est sorti fin du mois dernier, à savoir Eleanor Dollar. Et du coup, il y a eu The Whale aussi. Il y a eu The Whale aussi qui est de A24. Oui, il y a eu The Whale. Bon, bref, du coup, A24 bien présent. Et du coup, bah voilà, pour le prochain épisode, on fera un spécial A24 où on va revenir sur les films de ce studio, on va revenir sur l'histoire et tout. Sur les Oscars. Oui, bah si tu veux, on pourra revenir sur les Oscars et tout. Non, mais je veux dire, vu la razzia qu'il y a eu, je veux dire, ça promet d'être un très grand studio. Déjà que ça l'était, je veux dire, et point de vue. Voilà. Et ben on en parlera avec grand plaisir pour la prochaine fois. Et ben voilà, c'est tout. Donc du coup, bravo David. Voilà. Ça fait combien? 4 points? 5 même. 5. Zara, t'as eu un point aussi. Et du coup, Marc 0. Sachez que je l'ai dans l'os pour Ari Aster parce que c'était ma première intuition que je n'ai pas respectée. J'avais gagné la dernière fois, donc on peut pas gagner à chaque fois. Et oui. Faut laisser les autres gagner. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Bref. Attends. Quel homme. Voilà, c'est ça. Voilà. Mon
Ben voilà, il est temps de conclure. Déjà tout d'abord, merci à vous d'avoir participé, Marc, David, Zara. Et merci à vous, je vais pas dire tous les noms des gens qui nous écoutent, mais merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également, on le répète, toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter. Vous avez les liens dans la description, vous tapez Avis des Astros, vous nous trouvez. Donc ça promet. Encore une fois, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter, c'est vraiment parlez-en autour de vous, diffusez-le à votre ami, à vos ennemis, à toutes les personnes, parce que soit parce qu'on a de super avis, soit parce que vous détestez nos avis et vous voulez que vos ennemis... Non, toujours pas. Ok, toujours pas, d'accord. Bon, je vais relever ça. Vous pouvez aussi nous noter sur votre plateforme de podcast préférée, voire même, soyons fous, nous mettre 5 étoiles, tel le parti politique italien fondé en 2009. J'ai tapé 5 étoiles sur Google, il m'a dit, donc j'ai pris ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tel un très bon restaurant. Voilà, peut-être, c'est un très bon restaurant. En attendant que l'on revienne, allez voir des films, et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, salut, à la prochaine. Ciao tout le monde. De merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.